J'ai eu les larmes aux yeux, en fait. J'étais super ému parce que j'avais 35 ans. Et c'est le truc, voilà, comme je te disais, c'est un truc depuis l'âge de 14, je me dis, ouais, mais j'y arriverai jamais, ça va être compliqué. Puis tu te dis, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est génial. Je sais pas ce que va donner le film, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je pourrais dire que j'ai tourné un film. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Compromis ? Okay. Voilà, ce qu'on t'impose peut aussi être une très belle source de création, de contourner le problème et parfois ça te permet de trouver de meilleures idées. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai fait mon premier film, Une pure affaire, où c'était un film qui était budgété à 4 millions et demi. Je l'ai fait pour 1,9 million et pourtant, j'ai réussi à le faire. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Coffre, scénariste, directeur artistique et réalisateur de cinéma. Alexandre avait un rêve petit, être cinéaste. Il l'a rêvé et voulu si fort que quelques dizaines d'années plus tard, à 46 ans, il a déjà tourné 4 longs métrages, lancé François Damiens dans son premier rôle principal, dirigé Danny Boone, Tahar Rahim ou encore Christian Clavier, géré des budgets à presque 20 millions d'euros, et ses films ont été vus par des dizaines de millions de Français. Autodidacte, Alexandre nous raconte son parcours atypique et comment il s'est frayé un chemin dans le monde du cinéma à force de travail, mais aussi en se nourrissant du travail de ses mentors ou à travers ses lectures. On aborde le thème de la créativité ainsi que la part de la chance dans la réussite. On parle des difficultés de monter un projet de long métrage, mais aussi des coulisses de la réalisation d'un film. Enfin, on discute de l'avenir du cinéma et de la scission entre art et grand divertissement. J'espère qu'à l'écoute de ce podcast, comme moi, vous apprendrez beaucoup sur le métier de réalisateur et le cinéma. Mais surtout, à travers son histoire, Alexandre nous montre que le plus important quand on a un rêve, c'est d'y croire et de tenir. Bonne écoute. Alors bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur We Are All Media. Cet épisode sera peut-être un peu différent des précédents parce que jusqu'à présent on a plutôt parlé avec des producteurs, des dirigeants médias, mais pas encore avec des personnes issues plutôt du milieu plutôt créatif ou artistique. Toi, tu as été directeur artistique, scénariste, réalisateur de cinéma, avec notamment Une pure affaire, avec François Damiens, Eya Fia Tia Yokul, avec Danny Boone et Valérie Bonneton, Le Père Noël avec Tahar Rahim, ou encore Les aventures de Spirou et Fantasio avec Alec Lutz, Christian Clavier ou Ramzi Bedia. Donc moi, je connais un peu moins ces métiers. Donc je m'excuse en avance si je pose des questions un peu naïves, ça m'intéresse énormément et voilà, je suis sûr qu'on va aborder des points passionnants. Comme tu le sais peut-être, on démarre souvent la discussion avec le parcours de l'invité. Et donc je voulais qu'on reprenne le tien. Donc depuis ta naissance à La Rochelle, je crois, jusqu'à aujourd'hui, comment t'as démarré et comment tu t'es frayé ce chemin dans les médias et dans le cinéma? On va passer sur ma jeunesse, ça va être rapide. Ouais. Ouais, des fois, il y a des choses intéressantes à dire, hein, mais. Oui. Non, le vrai truc, alors, c'est vrai que je peux m'arrêter, c'est que moi, je voulais être réalisateur de cinéma, en fait. Depuis tout petit. Depuis très tôt, ouais. Okay. Ouais, autour des 13-14 ans, c'est un truc qui m'est venu très fort. J'ai un grand frère. Ouais. On a 9 ans d'écart, c'est mon seul frère. Ok. Et ça a été un peu mon mentor, en fait, artistique. C'était un passionné de cinéma et donc j'ai beaucoup suivi les films qu'il regardait, les livres qu'il lisait. Donc j'ai eu cette chance de lire quand lui avait 20 ans, à 11, 12, 13 ans, je lisais des bouquins, des biographies de réalisateurs de cinéma dont j'avais jamais entendu parler, dont j'avais jamais vu un seul film. Des mecs qui étaient morts depuis 20 ans, 30 ans et je lisais ça. Parce que mon frangin les lisait, donc je voulais les lire. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins très jeunes. T'as lu le cinéma avant de le voir, en fait, c'est ça? J'ai lu le cinéma avant de le voir, c'est exactement ça. C'est marrant, Et un cinéma rétro américain, noir et blanc. Ça allait d'Humphrey Bogart à Lauren Bacall, à Otto Preminger. Enfin voilà, un truc un peu rétro, les grands classiques américains. James Dean, les Hitchcock. Et donc j'ai lu ça pendant très longtemps et j'ai plongé à l'époque, donc ça c'est un peu les années 80, parce que moi j'ai 45 ans, 46 ans même. Donc dans les années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. À La Rochelle, c'était une ville de province, une moyenne ville de
province, donc on était dans les magazines Première, dans les studios n'existaient même pas encore, donc ouais. on était, moi j'ai vécu, il y avait que Première, et donc je m'accrochais à ce qu'on pouvait trouver de films avec ma carte de vidéoclub. On avait encore une époque où le mercredi sortaient les films, mais il y avait des mercredis où il n'y avait pas de sortie. C'était le même film de la semaine précédente. Donc voilà, c'était les années 80. Il y avait genre plutôt 80 films français par an et pas 200 comme aujourd'hui. Donc c'est vrai que il n'y avait pas de cinéma pour enfants, enfin de films pour enfants, très peu à part les Walt Disney. On était vraiment dans une époque où il n'y avait pas autant d'images qu'aujourd'hui. On avait des séries de télé, mais pas non plus de folie. Et donc c'est vrai que moi, très vite, je me suis passionné pour le cinoche et le cinoche a un truc, en tout cas dans ma vie, formidable. C'est que le cinéma m'a amené à la lecture, m'a amené à la bande dessinée, et m'a amené au roman, etc. Et en fait, je dois toute ma culture un peu générale au cinéma. En fait, sans le cinéma, je suis pas sûr que j'aurais lu autant de livres. D'accord. Voilà, je lisais mon premier de A à Z tous les mois, et c'est par ma passion que j'ai découvert la lecture. D'accord. Et parce qu'on cherche des infos, que j'avais pas internet, donc les magazines, la lecture. Ma mère à l'époque m'avait inscrit aux fiches de Monsieur Cinéma que je recevais, etc. Le cinéma, en dehors du cinéma, m'a construit ma culture générale. Et ça, c'est un art auquel je dois beaucoup. Ouais, c'est marrant parce que souvent d'ailleurs les gens tombent dans le cinéma parce que pas tout de suite, mais d'abord ils lisent justement quand on est plus jeune, on lit beaucoup de romans, etc. On regarde pas mal de choses et puis on arrive sur le cinéma souvent un peu plus tardivement. Moi c'était la démarche inverse. Ça a été la démarche inverse. Alors le cinéma m'a amené aux bouquins que je découvrais, que mon frère me donnait. Je lisais des auteurs, donc après j'essayais de trouver les films pour voir les films avec ces comédiens-là ou avec les réalisateurs. Donc j'allais au vidéoclub, je louais mes VHS, j'enregistrais ce qui se T'étais conseillé au vidéoclub ou tu faisais tes propres choix? Autodidacte, totalement autodidacte. Pareil à la télévision, le ciné-club, j'enregistrais mes Hitchcock, mes machins, à l'époque où en plus à la télé il y avait une demi-heure de retard, donc tu avais le début mais tu ratais la fin du film. Enfin voilà, c'était très. Et tu les choisissais comment tes films du coup? Parfois au pif en fait, je lisais mon T7 jours et je choisissais et en grandissant après avec les fiches, toute ma lecture, j'ai découvert qu'il y avait un mec qui s'appelait Coppola et il fallait voir ses films, un autre qui s'appelait Scorsese et c'était pas mal de voir ses films. Enfin voilà, je me suis construit, ça a commencé à 13 ans et puis jusqu'à 18, 20 ans, tu bouffes des films. Quand tu deviens étudiant, t'as beaucoup plus de temps, donc tu vas au cinéma énormément. Et donc, pardon, mais c'est quoi les premiers films qui t'ont marqué justement les tout premiers à 13 ans? Tout premier à 13 ans, c'était très anglo-saxon, en fait, c'était beaucoup Hitchcock. J'ai eu un crush sur les Blues Brothers. Voilà, qui était un film qui me fascinait. Et puis il y avait la musique, il y avait un truc de folie dans ce film. Il y avait l'extrait. En fait, il y avait une émission à la téloche quand j'étais gamin qui s'appelait La séquence du spectateur, où on passait des extraits de films. Et j'avais découvert l'extrait des Blues Brothers de la course-poursuite de voitures dans le supermarché. Qui a marqué. Et ce truc m'a marqué. Et pendant longtemps, pendant 3-4 ans, j'ai essayé de savoir où était cet extrait. Et je suis tombé sur le film et voilà, j'étais amoureux de ce film-là, de la musique. Ça m'a aussi amené vers la musique, le blues et tout ça. J'ai vraiment découvert tous ces trucs-là. J'étais très imprégné, d'Hitchcock, des films un peu des années 70, avec les Al Pacino, avec les Coppola, les machins. Mais c'est des choses où tu découvres un cinéma que tu comprends pas, parce que moi Apocalypse Now à 16 ans, je le regardais sans comprendre. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le revoir après plusieurs fois et redécouvrir. Exactement. Non, j'étais totalement autodidacte. Moi, j'ai découvert les 400 coups à mes 18 ans, qui est un film de François Truffaut, qui m'a scotché, ému. C'est comme ça que j'ai découvert la nouvelle vague. Moi, tout s'est fait un peu par accident, en fin de compte. En fait, tu rentrais sur un film et puis après, t'allais fouiller. Je fouillais, je regardais ce qui se passait derrière, quoi. Et pas que au cinéma, t'allais fouiller aussi, par exemple, dans le cas des Blues Brothers, t'allais fouiller aussi le côté musical. Exactement. En fait, tu rentrais par un film et ensuite tu construisais. Et après, je découvrais, j'essayais de trouver. Je me rappelle avoir fait à un moment donné au vidéoclub tous les samedis un James Bond. Tu fais tous les James Bond. Enfin voilà, c'était des trucs très. Il n'y avait pas du tout de rationalité, quoi. C'était assez pop culture aussi, et puis c'était les années 80. J'étais pas très fan des films. J'ai pas mal de films des années 80 que je n'ai pas connus à l'époque et je les ai redécouverts avec mes enfants en fait. D'accord. Voilà. Tu penses à quoi par exemple?
Les Retours vers le futur, des trucs comme ça, je suis un peu passé à Teco à l'époque. Ouais. Et c'est vraiment avec mes enfants que j'ai redécouvert ça, les Star Wars où j'étais trop petit pour les premiers. Ils étaient sortis, j'avais 5-6 ans, donc je les ai pas vus, et je les ai redécouverts ensuite avec mes enfants. Mais c'est ça qui est bien avec le cinéma, c'est que à un moment donné, tu peux tout revoir. Les bons films, en tout cas, ce qui fait peut-être un bon film, c'est ça, c'est qu'on peut le revoir même dizaines d'années après. Exactement. Et donc voilà, mon adolescence a été comme ça, et c'est vrai que vers 14-15 ans, je me suis dit, mais moi, je veux être réalisateur, je veux faire des images. Après, à l'époque, et encore aujourd'hui, mais il y avait vraiment cette culture du cinéma français où il fallait être un auteur, il fallait écrire ses films. Et donc, quand t'es ado, que tu découvres ça te fait plutôt peur. Donc, pendant longtemps, je me suis dit, je peux pas être réalisateur. Parce que je pensais ne pas savoir écrire. Et donc voilà, donc j'ai mis ça de côté, mais en rêvant toujours de ce métier. Et donc j'ai beaucoup vu, en fait. Voilà, j'étais plus passif qu'actif. C'est-à-dire que, voilà, je voyais, je lisais, mais j'écrivais pas. D'accord. Et puis voilà, donc j'ai grandi comme ça, et puis mais toujours avec l'idée d'être dans le cinéma à un moment donné, d'être dans les images. Après voilà, moi j'habitais La Rochelle, c'était les années, j'ai eu mon bac en 92, donc c'était il y a très très longtemps, et c'est vrai que quand t'habitais La Rochelle en 92 et que tu disais que tu voulais faire du cinéma à ton conseiller d'orientation au lycée, le mec peut-être il t'a orienté sur un BTS audiovisuel. Et à l'époque, il y avait assez peu d'écoles de cinéma. Voilà, il y avait la FEMIS. La FEMIS, c'est qui était énorme. Oui, Louis Lumière, qui était très technique. La FEMIS était très compliqué. J'ai tenté, mais j'ai pas été pris. Et c'est vrai que j'étais trop isolé. J'étais trop seul pour faire ça. Mes parents connaissaient pas du tout le métier. Et donc, en fait, je me suis inscrit à un DUG de communication à l'époque, mais qui était sur concours, donc on était que 40 élèves, qui était à Poitiers, donc c'était pas non plus la folie, hein. Je suis né à Poitiers, moi, donc je suis vraiment de cette zone-là. Et j'ai fait un DUG et après j'ai fait une maîtrise de com. Voilà, de com d'entreprise. C'était vraiment le truc de l'époque. On rentrait dans la communication d'entreprise, la pub, etc. C'était pas ma cam. Mais le grand avantage de cette école, c'est que tous les ans, il fallait faire 2 mois de stage et avancer comme ça. Donc moi, c'est vraiment ce truc-là. Et on avait accès à beaucoup de matériel de vidéo, d'images. Et donc, il était conseillé de trouver des entreprises. Donc, j'ai fait des films d'entreprise pour des entreprises de Poitiers, de la Vienne, ou des mecs qui bossaient. Et c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, ça paraît simple de faire une vidéo d'entreprise. Aujourd'hui, il y a tout. On prend limite un smartphone et on peut faire un beau film presque d'entreprise. Mais à l'époque, c'était pas si loin que ça, mais quand même, on n'avait pas l'accès au matériel était déjà privilégié. On était encore dans du mécanique, en fait. Donc c'était avec des Betacam, des grosses cassettes. C'était du matériel professionnel, et pour le coup, il fallait l'argent, il fallait le matériel, il fallait l'accès. C'était pas du tout comme aujourd'hui avec le numérique. Donc moi, voilà, j'ai donc fait plein de films d'entreprise qui sont à mon avis très nuls aujourd'hui, et puis j'ai fait des stages d'entreprise. Et grâce à mon frère qui était dans la pub à Paris, j'ai pu entrer j'ai fait un stage dans une prod de pub. Voilà. Donc, et je me suis retrouvé dans une boîte qui s'appelle Quad, qui était une petite boîte à l'époque. Et j'ai fait 3 mois de stage fabuleux où là, tout d'un coup, je me suis retrouvé stagiaire régie sur des pubs. Mais tourné comme au cinéma, on était vraiment sur des vrais plateaux de tournage avec des vraies équipes de tournage. Et là, j'ai découvert un monde du cinéma par la pub, mais je voyais les choses se faire. Je voyais les choses et je me rendais compte que j'avais tellement lu, etc., que je comprenais tout ce qui se passait, que j'étais bien dans cet univers. Je faisais beaucoup de régie, donc beaucoup de camions. J'avais mon camion dans Paris que je connaissais pas, avec mon plan dans la poche, et je traçais. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. Mais alors concrètement, quand tu fais ça, que tu étais en régie, tu fais quoi en fait concrètement? Quand t'es en régie, tu fais les corvées. Tu vas. Non mais c'était vraiment l'époque. On commence tous par là, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Quand t'as 20 ans, tu conduis ton camion, tu vas chercher le matériel pour la chef déco, pour le stylisme. Tu vas récupérer les comédiens à l'hôtel, tu les ramènes à l'hôtel, tu vas chercher à manger. T'es la petite main en fait. Ouais, c'est ça. Mais tu vois en même temps. Mais t'arrives à voir, et t'arrives à participer un peu à tout ce mouvement et voilà, le peu de temps que tu passes sur un plateau, tu vois les choses se faire, etc. J'ai fait beaucoup aussi de ce qui était formidable de l'assistant de la vidéo, c'est là que j'étais au combo, c'est l'écran où on voit en direct ce que la caméra tourne, et on a un casque, on écoute, et donc j'enregistrais pour le réalisateur. Donc c'est vrai que j'étais à côté du réalisateur et je voyais les images se faire, je voyais comment un découpage se composer, comment un comédien, même si c'était de la pub, comment un comédien jouait, comment le réalisateur le dirigeait. Et donc j'ai vraiment énormément découvert comme ça.
Et c'est vrai que je suis totalement en fait autodidacte. Voilà. J'ai pas fait d'école de cinéma. Comme quoi, il n'y a pas besoin forcément. Non, il n'y a pas besoin de passer par la FEMIS, quoi, en fait. En fait, ce qui est encore formidable dans ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas de règles. Voilà. Non, parce que la FEMIS, je crois que la FEMIS, ils doivent prendre 20 ou 30 élèves par an. Par an, ouais. Donc heureusement qu'il n'y a pas que la FEMIS, parce que sinon il y aurait très peu de gens qui feraient du cinéma. Ouais, heureusement. Ouais. Mais la FEMIS, moi j'aurais rêvé de faire la FEMIS parce que c'est une vraie école qui te permet de réfléchir sur le cinéma. Et ça, c'est un truc important. Avant d'en faire, de réfléchir dessus et de que ce soit pas que la partie technique, mais bien sûr. Une réflexion, consciente de qu'est-ce qu'on veut faire comme film, qu'est-ce qu'on veut raconter, pourquoi on le raconte, comment on le raconte, etc. Je trouve ça assez formidable de pouvoir travailler pendant quelques années là-dessus. Je pense qu'on reviendra sur ces sujets parce que je trouve ça assez intéressant. Et mais pour en revenir là, par exemple, là, tu faisais des pubs au début, donc tu te rappelles la première pub sur laquelle tu as travaillé En régie, j'ai fait plein de trucs. J'ai dû faire une pub Yves Rocher en pleine nature. J'ai fait des pubs pour des jouets, je me rappelle plus ce que c'était, mais voilà. Enfin plein de. Mais c'est pas des choses qui t'ont marqué. Non, à l'époque, à l'époque ça m'a pas marqué. Après, j'ai eu la chance que je suis parti 1 an faire des études en Écosse. Okay. Voilà, où j'ai pris des cours de cinéma là-bas en Erasmus. Ah ok. Voilà, donc c'était assez génial. J'ai découvert d'autres trucs, une autre manière de penser aussi le cinéma. C'était vraiment super intéressant. Et en rentrant en France, j'avais très envie de retourner dans cette boîte qui était Quad, de refaire un stage. Et en fait, j'ai eu la chance qu'en fait, ils me proposent directement un job. Okay. Donc voilà, j'ai fait mes 5 ans d'études et je suis rentré en juin d'Écosse et en juillet, je me suis mis à bosser dans cette boîte. Et un poste de quoi du coup ils t'offraient plus? En fait, j'avais vraiment sympathisé avec un producteur qui était aussi premier assistant et qui faisait un peu de direction artistique. Et je suis devenu son assistant sur la direction artistique. C'est-à-dire, direction artistique, c'était un bien grand mot à l'époque parce que c'était vraiment aider, en fait, les réalisateurs à trouver des images, à trouver des idées pour faire les pubs. Pour faire très rapide, dans la pub, en fait, il y a l'agence, il y a le client, il y a une agence de pub. Et quand une agence fait un film, un 30 secondes, un 40 secondes, elle fait ce qu'on appelle une compétition. Elle prend 3-4 prods. Que chaque prod va présenter un réalisateur et donc on présente un devis. Pour dire combien va coûter le film, et puis on propose une note d'intention qui est la vision artistique du film, comment le réalisateur voit le film, quelles idées il pense apporter en plus, qu'est-ce qu'il imagine, quel univers il imagine, et voilà. Et le client et l'agence décident en fonction de ça. Et donc moi, pendant plusieurs années, j'ai travaillé d'abord comme assistant et ensuite responsable de ce service-là chez Quad avec une autre jeune femme. On était 2, on était en binôme. On s'est occupé de la partie artistique. D'accord. Et ça, c'est devenu ma deuxième école en fait. Ça, c'est un truc. Pourquoi ? Parce qu'il faut sans arrêt. J'ai fait ça 5-6 ans. Réfléchir. Et en fait, mon boulot était là pour le coup, moi qui avais jamais beaucoup écrit, là on me demandait d'écrire toute la journée des notes d'intention, d'aider les réalisateurs à les écrire et surtout on me demandait de les aider à trouver des idées. Visuelles, formelles et de fond aussi, des idées pour la pub. Alors quand je dis fond, on parle de publicité, on parle pas de métrage, mais de trouver des gags en plus, de trouver des idées en plus, de trouver une idée de mise en scène, de trouver un univers, de trouver une autre nouvelle manière de réécrire la pub. Surtout c'était vraiment fin 90, début 2000, il y avait encore des univers très forts en pub avec des réalisateurs qui avaient des univers particuliers. Donc voilà. Et donc là, moi, pendant 5-6 ans, j'ai passé ma vie avec des réalisateurs. Quad, le producteur Nicolas Duval chez Quad était très amoureux du cinéma. Donc, il avait beaucoup de réalisateurs de cinéma avec lui. Et donc, moi, j'ai bossé beaucoup avec un garçon qui s'appelait Rémi Belvaux, qui était le réalisateur de C'était arrivé près de chez vous. Avec, qui avait révélé Belge, non ? Ouais, tout à fait. Belge, qui était une méga star de la pub. Et qui était un mec vraiment formidable. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai beaucoup travaillé avec Pascal Chomet, qui est le réalisateur de L'Arnaqueur. Par exemple, qui était un ancien premier assistant de Besson, qui a fait, voilà. Donc, j'ai beaucoup baigné avec ces gens-là, qui ont fait beaucoup de longs métrages. Et pour leur trouver des images, pour leur trouver des idées, pendant 5-6 ans, moi, j'ai fait, j'ai découvert la photo, par exemple. J'ai acheté beaucoup de livres de photos pour trouver des photos. Donc, j'ai découvert beaucoup de photographes. Et je me suis reconstruit une deuxième école où j'avais des profs de cinéma, c'était mes réalisateurs avec qui je bossais, avec les chefs-op avec qui je bossais, et puis je me documentais en photo, en architecture, en design,
en déco d'intérieur, en lumière, etc. On achetait, à l'époque, on n'avait toujours pas encore Internet. C'était toujours au début des années 2000. Donc, c'était beaucoup aller dans les librairies, acheter des bouquins, etc. C'est exactement ce que j'allais te poser comme question parce que je trouve ça super intéressant. C'est comment tu développes ta créativité et tu te nourris, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'Internet, tu le disais, c'est simple. Non, c'est pas simple. C'est plus évident de trouver des choses. On met Instagram, on va avoir plein de choses créatives qui peuvent nous inspirer. À l'époque, comment tu te nourrissais en fait? C'est ça, les magazines, les livres. C'était Paris, donc on était abonné à des dizaines de magazines qu'on recevait en permanence et j'avais une carte pour aller dans n'importe quelle librairie acheter des bouquins. Donc on a constitué avec donc je travaillais avec une jeune femme qui s'appelle Jennifer de Volder qui est devenue réalisatrice aussi et tous les deux on s'est constitué une librairie. On avait moi j'ai démarré vraiment là-dedans, j'avais 23 ans et j'ai fait ça jusqu'à mes 30 ans. 29 ans et c'est vraiment une école. J'ai découvert des tas de photographes que je connaissais pas. J'ai découvert énormément de choses. Et c'est vrai que quand tu passes tes journées avec un réalisateur, un chef opérateur, tu discutes Cinoche. Donc tu découvres un peu comment on fait un découpage, tu discutes de la lumière, tu discutes de beaucoup de choses et forcément à chaque fois le réalisateur ou le chef-op vont nous donner un nom d'un photographe qu'ils aiment, d'un réalisateur qu'ils ont adoré, d'un auteur de bouquins qu'ils ont adoré. Et moi derrière j'achetais en fait, je voyais les films, je lisais, et ça a été une période très importante où je me suis énormément nourri et je suis devenu actif. Je me suis mis à travailler la création. C'est ça. Avec des réalisateurs que j'apprécie beaucoup et comme ils aimaient mes idées, ça m'a donné une vraie confiance. Voilà. Et moi, j'ai juste une question. Est-ce que t'as pas un moment, parce que comme tu disais, t'as pas fait un parcours, il y a pas un parcours d'école de ciné ou même d'école de pub, etc. Est-ce que t'as à un moment donné, t'as eu un espèce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, où certaines personnes qui n'ont pas eu n'ont pas eu les études qualifiées, etc. se sentent pas légitimes alors qu'elles le sont, hein, mais parce qu'elles n'ont pas eu Est-ce que tu l'as ressenti ou comme parce que les réalisateurs aimaient bien tes idées justement très vite, voilà, tu t'es senti en confiance Ouais, moi à l'époque je me posais pas trop de questions. En fait, j'avançais, j'étais heureux d'être là, je m'éclatais. T'étais motivé. Oui, en fait j'ai eu un coup de bol énorme que ces mecs-là me prennent. Et de me faire que je baigne avec tous ces réalisateurs. Moi, j'étais un grand fan de cet Hervé près de chez vous parce que c'est vraiment ma génération. En 92, j'ai 18 ans et je vois le film. En même temps, il y a Réservoir Dogs de Tarantino qui sort et tout d'un coup, je me dis ah ouais, il y a des mecs qui font un cinéma que j'aime. En fait, c'est moins classique, c'est plus rock'n'roll. Et donc rencontrer Rémi quelques années après, travailler avec lui pendant 4 ans, 5 ans, c'était une très belle expérience. Oui. Parce qu'au fur et à mesure de tout ça, mon boulot devient plus un boulot de producteur un peu artistique. C'est-à-dire que j'accompagne les réalisateurs sur les montages, je vais sur les tournages voir un peu ce qu'ils font. Et comme je suis en confiance avec 3-4 réalisateurs avec qui je m'entends bien, ils me demandent mon avis. Donc je vis ce truc-là de manière très très jubilatoire, très amusée et très excitée en fait, parce que j'approche de ce que j'ai toujours rêvé de faire et je sens que tout ce que j'ai pu voir avant et tout ça, j'ai quand même construit un truc parce que c'est vrai que faire du cinéma c'est génial de connaître la technique, mais il faut avoir vu. Bien sûr. Il faut que l'écriture elle soit, c'est presque un truc instinctif quoi. Et c'est important de sentir qu'en fin de compte, on n'est pas loin de ça, on l'a un petit peu, quoi. Donc, moi, c'était une très bonne école. Après, de ce qui est de l'imposture, t'as toujours moi, j'ai toujours du mal à dire que je suis un artiste, en fait. C'est un terme que j'utilise jamais. Pourquoi? Je trouve ça très prétentieux de dire qu'on est un artiste. Voilà, pour moi, un peintre est un artiste, un écrivain est un artiste. J'ai du mal à dire que en tant que réalisateur, alors peut-être que d'autres réalisateurs le diront. Hein, moi, en tant que scénariste et réalisateur, c'est tellement un travail de collaboration. Alors quand t'écris, t'es un peu seul, mais t'as quand même beaucoup de retours avec tes producteurs. Tu travailles avec des co-scénaristes, tu prends des conseillers. Sur un tournage, tu peux avoir une équipe de 20, 30, 40, 50 personnes. Et moi, je suis très à l'écoute des idées que les gens peuvent avoir sur un projet. Je trouve qu'un chef de poste connaît toujours mieux son métier que moi. Donc, un chef opérateur connaît mieux la lumière, le cadre que moi. Donc, s'il a une idée, alors si elle est mauvaise, si elle n'est pas ce que je veux, je le comprends. Si elle est bonne, je la prends. Donc, pour moi, je me nourris. Donc, j'ai du mal vraiment. J'ai de la création en moi. Je sais que il y a des choses qui m'inspirent. Mais dire que je suis un artiste, je le dis peu souvent. En fait, je le dis pas. En fait, je suis réalisateur scénariste, mais je dis pas que je suis artiste. D'abord, artiste, c'est pas un métier. Réalisateur, scénariste, c'est un métier. Artiste, pour moi, c'est plus je sais pas ce que c'est. C'est un truc. C'est une qualité. Je ne sais pas. Voilà, ce que c'est un statut. Je sais pas comment le qualifier. Donc
j'utilise pas ce terme. D'accord. Je me considère pas comme un artiste. Enfin, peut-être que j'ai tort, hein, mais j'ai du mal à dire que je suis un artiste. Donc peut-être que voilà. Ça rejoint ta question, mais à ce niveau-là. Ok. Et donc là, tu passes ces quelques années à faire de la pub principalement. À quel moment en fait tu bascules? Donc, tu fréquentes évidemment ces réalisateurs. Tu suis. J'imagine que tu suis un peu leur parcours quand ils vont faire du cinéma, etc. Ouais, parce que la pub c'est pas un métier, réalisateur de pub, donc c'est vraiment un à côté. Ok. Enfin, à l'époque en plus tu gagnais très bien ta vie, mais c'est vrai que ce qui est génial avec la pub en fait, c'est que c'est un truc qui va très vite. Okay. Tu gagnes une pub, 1 mois et demi après, 2 mois après, la pub elle est finie, elle est tournée, elle est montée, elle est mixée, elle est finie. Okay. Donc t'as fait un mini-film en 1 mois et demi, 2 mois, ça allait très vite. Souvent à l'étranger, dans des pays, au soleil, voilà, souvent, tu découvres des choses. Et moi c'est vrai qu'en parallèle, je travaillais beaucoup aussi avec les producteurs, donc j'ai appris la technique. Où tourner, pourquoi tourner là, comment faire ce tournage, quelle est la meilleure solution pour les effets spéciaux, etc. Donc j'ai appris aussi toute cette partie de logistique technique et pratique avec les directeurs de prod, avec les producteurs, avec les post-producteurs, où voilà, on se regroupait avec les réalisateurs pour penser le devis aussi, pour que la somme finale soit pas explosif, ou en tout cas fasse qu'on puisse gagner le projet, mais qu'elle soit aussi fasse qu'on gagne aussi de l'argent, etc. Donc j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Mais d'ailleurs, je te coupe là-dessus. Il y a beaucoup de créatifs, de réalisateurs qui peuvent réfléchir, ou scénaristes même, qui peuvent réfléchir à un scénario, un film, sans prendre en compte les besoins techniques, sans prendre en compte les enjeux techniques ou les critères qui vont faire que ça va augmenter les budgets et autres. Et d'avoir effectivement ça quand on écrit, alors ça peut influencer forcément, mais ça peut peut-être permettre parfois de mieux finaliser un projet, ou en tout cas de le concrétiser. Ouais, parce que moi je te dirais qu'à l'inverse, je pense que quand tu écris, il faut pas se poser ce genre de questions. Okay. Parce que la première chose qu'il faut avoir, c'est une bonne histoire. Et l'histoire, c'est pour le coup, pour moi, c'est là où il faut être créatif. Il faut penser les personnages, il faut penser ce que tu veux raconter, ce que tu as envie de raconter dans ton histoire et comment la raconter. Et par exemple, si c'est une comédie, comment tu vas être drôle. Donc pour moi, les premières phases d'écriture, je me pose pas ces questions-là. C'est vraiment important de sortir l'histoire. Une fois qu'on a une histoire, une fois qu'on l'a retravaillée dans les arches, dans les personnages, qu'on sent que toute l'histoire se tient, qu'elle est là, qu'elle est homogène, que l'histoire est belle, que toi auteur t'es heureux, que ton producteur te dit c'est cool, on a une vraie bonne histoire. Oui, là, on peut commencer à se dire bon. Maintenant, on fait comment pour rentrer dans ce budget-là? Parce que là, ton film, il est explosif et il est trop cher et il faut qu'on arrive à le baisser. Comment on fait? Et donc, sans casser les choses. Mais c'est une fois que tu l'as que tu peux commencer à penser ça sans casser les choses. D'accord. Et je pense que c'est important pour le coup d'être vraiment dans la création et d'être dans le fantasme. Avant de se faire rattraper par la réalité. Voilà, avant d'entrer dans la réalité. Mais parfois, le compromis, voilà, ce qu'on t'impose, peut aussi être une très belle source de création, de contourner le problème, et parfois ça te permet de trouver des meilleures idées. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai fait mon premier film, Une pure affaire, où c'était un film qui était budgété à 4 millions et demi à l'époque d'euros. Je l'ai fait pour 1,9 million, et pourtant j'ai réussi à le faire. Donc trouver comment sans compromis, sans trop de compromis, avec beaucoup de compromis, mais en trouvant des solutions à chaque compromis pour que moi je sois heureux. Et que le film, en fin de compte, coûte moins cher, mais en fin de compte, s'améliore aussi artistiquement, narrativement, voilà. Et quand j'ai découvert ça avec ce film-là, je me suis dit, mais ouais, en fait, chaque étape, il faut surtout pas prendre les choses comme des contraintes, il faut vraiment les réfléchir comme un processus de création et voir comment on peut passer par-dessus. Je pense que c'est comme ça dans plein d'autres métiers aussi. Mais en tout cas, moi, je le vis toujours comme ça parce que tu sais que t'auras, à part quelques personnes dans le cinéma, t'auras jamais autant d'argent que tu voudrais. Donc, comment on fait avec moins, mais que ça soit pareil, et surtout que les spectateurs dans la salle de cinéma ne se rendent pas compte de ça, parce qu'au final, c'est ça qui compte. C'est exactement ça. Mais moi, je fais souvent des parallèles ici dans ce podcast avec l'entrepreneuriat, les startups, puisque moi, c'est mon quotidien, et je vois souvent des parallèles avec là, comme tu dis, quand t'es entrepreneur, tu passes ton temps à résoudre des problèmes, des soucis, ou faire avec pas d'argent, faire aussi bien que Facebook sans argent. Et on se rend compte effectivement qu'en essayant de contourner les choses, parfois on va trouver des nouvelles voies, on va pivoter des business models. On va pas vers l'évidence. Exactement. En fait, voilà. Mais ces obstacles, en fait, finalement, parfois, ils nous donnent d'autres solutions qu'on n'avait pas cherchées.
Tout à fait. Donc il y a un vrai parallèle. Donc je reprends le fil. Donc comment tu bascules en fait dans le cinéma? Bah tout simplement par prétention. En fait, on est deux. Donc je travaille avec cette jeune femme, Jennifer. On a le même âge, on a le même parcours un peu. On vient pas des mêmes univers, mais on s'entend super bien. Ça fait 5 ans qu'on bosse comme des dingues. On cherche aussi des jeunes réalisateurs pour la boîte de prod qui fait de la pub et qui est devenue donc Quad à l'époque devient une grosse boîte de prod. Et il y a un projet qui arrive. En fait, nous, ça commence à nous titiller. On commence à écrire des trucs un peu à droite à gauche. Et il y a une grande campagne de pub qui arrive à l'époque pour la PF. Donc c'est une association pour les handicapés de France qui lance avec leur agence de pub un grand projet. Ils voulaient faire 50 films de 15 secondes. Pour sensibiliser. Voilà, pour sensibiliser, mais 50 histoires différentes. Voilà, en sachant que c'était des films gratuits. Voilà. Et notre producteur de l'époque nous dit dites-moi si vous avez des jeunes réalisateurs que vous avez envie de lancer, parce que autant lancer des jeunes réals et leur payer les pubs. Et donc nous, de manière très prétentieuse, on en a dit bah oui, on en connaît 2, c'est ça l'a fait marrer. Et comme c'est un homme hyper généreux, il a dit bah écoutez, je vous connais bien, je vous aime bien, vous avez des idées, donc écrivez-moi des histoires et puis on va essayer de les vendre. Et on a eu la chance, on a chacun écrit une histoire, on l'a vendue et on a commencé tous les deux par une pub en fait. Voilà, d'accord, diffusé télé, grande télé, ciné. Et moi j'ai fait un petit 15 secondes qui était une comédie. Il y avait des mecs qui se sont amusés à classer les 50 pubs. Alors j'étais dans les 10 premiers créativement, donc tout d'un coup la pub s'est fait remarquer. Donc voilà. Et alors question, ça m'intéresse. T'as fait pas mal de pubs avant, donc t'as participé à des pubs qui sont après passées à la télé, etc. C'est toujours, j'imagine, une fierté. Mais là, qu'est-ce que t'as ressenti en fait quand c'est ton projet et que là d'un coup c'est explosé? Là c'était non, c'est un truc. Ça t'a conforté dans le. Moi j'ai le souvenir de vraiment du premier plan qu'on tourne parce qu'on a vraiment travaillé comme un court-métrage, donc j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie dedans et je fais mon premier plan, je suis dans mon combo, je sens qu'il y a toute l'équipe qui est derrière, on me dit est-ce qu'on change de plan, et là j'ai sûrement le plus grand moment de solitude de ma vie. Je me dis mais là c'est le moment où je dois dire stop, on passe à autre chose, et j'ai plein de gens qui m'attendent et j'osais pas me retourner. J'avais peur de dire oui c'est bon. Et mais c'est vrai que c'était un vrai kiff personnel, et j'avais à l'époque c'est en 2001, donc j'ai 27 ans, un truc comme ça, et donc je suis hyper heureux de faire ce film là, et surtout que derrière en fait ça débloque des choses et qu'on me met sur 2-3 compétences. Est-ce qu'il est repéré? Il est repéré, et puis mes producteurs sont des mecs malins. Quand il y a de la fraîcheur, quand il y a des trucs, c'est ce que cherche la pub. Tout souvent, dès que t'as un petit film qui marche, et surtout à l'époque, c'était beaucoup plus facile de faire de la pub qu'aujourd'hui. Donc mon film de 15 secondes fait le tour de plein d'agences, et je me retrouve avec d'autres projets en fait. Et là, je commence à réaliser des pubs, tout en continuant à être directeur artistique pour les autres. Et je prends ça comme un jeu en fait. Je m'amuse, et puis et donc je tourne 2, 3, 4 pubs. Voilà. Et je me mets à tourner de la publicité. D'accord. Voilà, je continue le même métier de direction artistique encore 3 ans, puis vraiment à un moment donné, là ça m'a saoulé en fait. Je voulais vraiment être que réal. Et puis je me suis retrouvé en plus en parallèle à travailler sur des pubs qui m'auraient bien plu comme réalisateur, mais je les faisais avec d'autres réalisateurs pour eux, etc. Donc voilà, j'ai vraiment arrêté. Je suis devenu que réalisateur de pubs. Et voilà, et j'ai démarré, j'en ai tourné pas mal depuis, c'est une vraie école en fait. Ça c'est assez cool. En fait, souvent on dit qu'effectivement il y en a beaucoup de réalisateurs qui passent par là. Les projets que tu faisais, c'était toi qui les écrivais, etc. Non, c'est vraiment les agences qui font la création. Donc en pub, toi tu reprends le projet derrière. Après tu mets ta patte, voilà. Tu peux modifier les scripts en apportant une idée en plus, ou parfois tu règles des problèmes. On va te dire ce script il est pas à 100% top. On sent bien qu'il y a des problèmes, tu l'optimises, mais c'est vrai que tu pars d'un produit qui existe. D'abord t'as une marque qui est derrière, parce que c'est pour vendre du produit tout de même, et t'as une agence de pub, et tu travailles avec des créatifs, et tu travailles avec un directeur de création, etc. Et à ce moment-là, t'as pas une frustration justement de te dire je réalise, mais j'aimerais bien réaliser quelque chose qui vient de moi, comme justement ta première pub? Ou non, tu dis là, j'apprends le métier réel. J'apprends le métier réel, et puis moi surtout ça m'amuse en fait. Je fais de la création. Sincèrement, j'étais très bien payé. Et puis j'allais tourner à l'étranger. J'étais sur un plateau, j'apprenais le métier. Le vrai truc, c'est que j'ai fait 3-4 pubs, et très vite je me suis mis à écrire un court-métrage. Voilà, en me disant c'est cool, mais on va passer à une autre étape. Donc j'ai écrit un court-métrage. L'idée originale était de mon frère d'ailleurs, et j'ai écrit un court-métrage
qui fait 5-6 minutes à l'époque. Pareil, je le développe, mais ça y est, je connais des techniciens, je connais du monde, je connais un peu le métier, donc j'ai pas les angoisses du premier film. Je ramène du matériel, etc. par moi-même, je ramène une équipe technique par moi-même, des gens qui m'accompagnent, et je tourne le film. Okay. Mais j'ai déjà tourné 4-5 pubs, donc j'ai pas peur du plateau, j'ai déjà des petits réflexes, et donc voilà, je tourne une pub, un court-métrage, qui était aussi un objectif qui était de me dire, c'est une première fiction, enfin, je vais faire quelque chose de plus long. L'idée aussi, c'était de renforcer ma bande de réalisateurs de pub, voilà, parce que ça marchait plutôt bien à l'époque. Et donc je fais ce court métrage. J'avais Mathieu Demy comme comédien, une petite bande de jeunes autour de lui. Ça a été un super exercice. Et puis je sens que la fiction, c'est pour moi, quoi. En fait, ça m'amuse vraiment. Ça me plaît, ça me parle. Et voilà, le film a fait quelques festivals. Et puis j'ai continué la pub. Voilà. Et puis en fin de compte. Et puis après, j'ai eu la chance aussi d'être chez Quad, qui était vraiment une prod qui a grandi. Et j'ai eu la chance de grandir en parallèle. Voilà. Donc j'ai vu la prod faire son premier long métrage, son deuxième long métrage. Et moi, un jour, je lis une nouvelle par hasard dans un recueil de nouvelles, parce que je lis énormément. Et la nouvelle m'éclate. Je la trouve formidable. Et je me dis, mais ça, c'est un film, quoi. Voilà. Je la file à mon producteur, Nicolas Duval, qui est le producteur de pub que je connais depuis des années, qui s'attaque au long métrage. Il lit le recueil, il trouve l'histoire super, et il me demande qu'est-ce que tu veux en faire. Je raconte un peu, mais je vois l'histoire, mais je sais pas jusqu'où on va. J'ai encore jamais écrit de scénario, j'ai jamais pris de cours de scénario. Et en fait, il me fait confiance et il négocie les droits du bouquin et il achète la nouvelle. Ah ouais. Voilà. Oui. Vraiment la bonne étoile, quoi. Et il me dit, voilà, ça y est, c'est écrit, donc maintenant, qui écrit le scénario? Et je lui dis, moi. Je vais le faire, quoi. Je sais pas comment on fait, mais je vais le faire. Et voilà. Et je suis parti là-dedans. Et donc, comment on fait dans ce cas-là quand on sait pas faire? Tu demandes à des gens? D'abord, comme je te dis, je bossais avec beaucoup de réalisateurs qui, eux, écrivaient des longs métrages, etc. Donc, on avait beaucoup parlé, beaucoup échangé, donc je voyais un peu. Et en fait, j'ai repris mes études. C'est-à-dire que j'ai acheté plein de bouquins de techniques d'écriture. Et c'est plus facile de lire ces bouquins quand tu as un projet concret. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que ces bouquins-là, tu les achètes un samedi, puis en fait, c'est hyper abstrait, et le dimanche, tu les mets dans ta bibliothèque et tu touches plus, quoi. Par contre, quand tu as une idée, que tu peux l'appliquer, tu sais comment appliquer. C'est clair, parce que tout d'un coup, tu lis des choses qui te débloquent, tu comprends, tu as une vision, tu as tes personnages, donc tu mets des images. Je lis beaucoup ces trucs-là, je revois beaucoup de films dans l'univers que j'imagine, et puis je me mets à écrire, en fait. Très lentement, mais je me mets à écrire, je tourne mes pubs en parallèle, et pendant 1 an et demi, je vais écrire. 1 an et demi pour écrire le scénario. En plus, basé sur une nouvelle, donc t'as déjà une trame d'histoire. J'ai une trame. Alors après, la nouvelle faisait 25 pages, ce qui était très... pour un long métrage. Court, voilà. Et puis moi, à un moment donné, j'ai vraiment pris des chemins de traverse dans l'histoire. Donc il y avait la base, les personnages étaient là, le socle était là, l'idée, le pitch, on va dire, était là. Et puis après, moi, j'ai brodé autour de tout ça. Je me suis lancé dans mon histoire, chercher les thématiques, etc., développer. Mais pendant 1 an et demi. Est-ce qu'au moment où t'écris, c'est une question peut-être naïve, mais est-ce que tu as déjà en tête des acteurs? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu mets pas une image. Non, et encore aujourd'hui, moi, j'écris jamais en ayant en tête. Par exemple, là, en ce moment, j'écris et j'ai finalisé, et on me dit, alors, qui c'est? Mais c'est vrai que moi, je préfère écrire sans avoir de comédien en tête, parce que j'ai toujours l'impression que je vais écrire un rôle qu'il a déjà joué 10 fois, en fait. Et que ce personnage-là va influencer mon histoire. Donc j'essaye de pas mettre de visage, d'être dans le fantasme et de posséder encore le personnage. Voilà, j'ai l'impression que si je mets une tête dessus, ça y est, je l'ai déjà perdu, il est plus à moi. Donc, de rester vraiment dans mes thématiques, dans les personnages, et d'avancer comme ça. Donc là, on parle d'une pure affaire, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc là, donc t'écris le scénario, au bout d'un moment, t'es satisfait? Les scénarios, on fait plusieurs versions de scénarios, t'échanges avec les producteurs, tu réécris. Et puis vient le moment de trouver les financements, ou comment? Il y a une étape avant? Alors il y a un moment important, c'est d'abord pour moi de trouver un agent. Voilà, parce qu'il faut négocier de l'argent et des contrats. Et donc dans le cinéma, on a généralement, qu'on soit comédien ou réalisateur ou scénariste, on a soit un avocat, soit un agent. Voilà, qui est là pour justement avoir la base juridique. Et à l'époque, Pascal Chaumet, qui était réalisateur, me présente Laurent Grégoire, qui est un agent, qui a une boîte qui s'appelle Adéquate. Voilà, qui est une agence artistique assez importante aujourd'hui. Et j'envoie mon scénario. Alors, je l'envoie à plusieurs agents, en fait. Certains m'ont baladé. Et lui me donne rendez-vous une semaine après. Il a lu le scénario, il adore le scénario, il a un coup de cœur, il veut absolument me signer. Et ça te donne confiance aussi, parce que ce mec-là, il a un passé, il a des comédiens très importants, il a des réalisateurs, et le mec est très enthousiaste sur le projet. Il y croit beaucoup.
Il a des idées de comédien pour moi, donc c'est vrai que ça sent bon en fait. Il y a un truc qui sent bon. Okay. Donc ce moment-là est important. Ça donne du crédit au projet, ça me donne du crédit. Il me défend bien, parce que c'est compte aussi. Et tout d'un coup, j'ai accès à pas mal de comédiens et comédiennes parce que lui a beaucoup de comédiens et comédiennes. Donc on va dire qu'on a un raccourci tout d'un coup. Voilà. Lui il peut appeler directement les comédiens et les comédiennes qui m'intéressent en disant voilà. Alors que moi je pensais que ça passait de l'extérieur comme ça, je pensais que ça passait par la boîte de prod plus qui connaissent. Ça passe par la boîte de prod, mais si toi t'as un agent qui a des gens, ça aide. Voilà, c'est là qu'à un moment donné on est formaliste, mais pas tant que ça. J'ai mon scénario, j'ai mon agent, je lui dis donc tu as un tel chez toi, j'aimerais beaucoup qu'il lise, est-ce qu'il peut lire? Il va me dire non, il lira jamais parce que c'est pas son genre, ou il va te dire mais il est pas dispo avant 6 mois, ou il va dire pas de problème, je lui envoie. Voilà. Et ça veut pas dire que le comédien va dire oui. Ça veut rien dire. C'est juste un raccourci. Et voilà. Et en fait, moi, en tout cas sur ce premier film, les choses se sont fait toujours un peu. C'est des heureux hasards, en fait. Beaucoup de heureux hasards. Voilà. Mais souvent, en fait, dans ce métier. Ouais, mais alors, je fais une parenthèse. À force de rencontrer des gens là et de discuter de leur parcours, je me rends compte que il me parle souvent du hasard, mais on se rend compte aussi qu'il y a pas, c'est pas quand on creuse un peu, c'est pas que du hasard non plus. C'est souvent parce que au fond de soi, on veut quelque chose et qu'en fait, on attire ces choses-là quelque part, en fait. Ah oui, je pense que si tu dis à quelqu'un, j'ai pas envie de le faire, il va pas te pousser. Voilà. Au contraire, moi, je pense qu'il faut une énergie permanente. Et c'est ça qui est important dans ce métier, c'est d'avoir en tout cas une vraie énergie positive. Enfin, alors, je suis pas du tout dans ce délire de il faut être positif dans la vie, machin, mais c'est vrai que il faut déplacer les choses en fait. Et comme c'est des comment dire quand tu arrives et que tu as écrit quelque chose, que tu le présentes, tu arrives déjà avec un temps d'avance. C'est vrai que par exemple moi je suis arrivé avec mes pubs en me disant j'ai été réalisateur de pub, voilà, mon agent ou les financiers que j'ai rencontrés voulaient même pas les regarder parce que c'était pas moi. Voilà, c'était un travail de technicien mais c'était pas un travail d'auteur. Voilà. Par contre mon court-métrage au milieu de tout ça les intéressait parce que voilà, il y avait on voyait une personnalité derrière, on voyait quelqu'un qui avait écrit et donc il y avait un auteur, il y avait une ambition de cinéma. Voilà. Et donc c'est vrai que il faut l'apporter et il faut la présenter et puis il faut savoir entre guillemets la vendre en fait. Et c'est vrai que si t'as pas d'énergie pour présenter ton projet ou si t'arrêtes pas de dire excusez-moi mais en fait c'est pas terrible ce que j'ai écrit, forcément tu démotives tout le monde. Donc faut savoir comment présenter son projet, comment le vendre entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas comment communiquer son envie en fait, sa motivation, son intérêt et etc. Donc quand je dis heureux hasard, c'est plus parce que moi sur mon premier film, je fantasme des comédiens, etc. Et qu'un jour mon producteur me dit on est en train de faire un film qui s'appelle L'Arnaqueur, on est en montage, le montage n'est pas fini, mais il y a un mec qui joue dans le film qui est en second rôle qui s'appelle François Damiens. C'est un comédien qui est pas encore super connu, mais il a fait pas mal de caméras cachées, et il a le même agent que toi et regarde le film parce qu'en fait c'est un bon acteur. Le mec il est assez drôle et je vais voir une copie de travail et je vois le comédien et je fais c'est pas du tout le mec que j'imaginais pour le film, c'est pas du tout ça que je voyais, mais qu'est-ce qu'il est drôle, et très attendrissant en fait, qu'est-ce qu'il est touchant quoi. Donc c'est là que je parle du heureux hasard parce que c'est vraiment et donc là j'appelle mon agent, je dis je voudrais faire lire le scénario à François, est-ce qu'il accepterait? Et François est à un moment de sa vie où il a pas encore fait de premier rôle, il cherche des premiers rôles, il cherche de la comédie, mais en même temps c'est un homme très tendre, donc il a envie de choses un peu sincères. Et donc moi je lui propose ça et ça, il vient juste de faire son premier rôle dans un autre film et là je lui en propose déjà un deuxième, un film pas trop cher, etc. Et on se rencontre et on s'entend bien. Et donc il me dit oui. C'est important, Voilà, et il me dit oui très vite. Voilà. Et François, la chance pour moi, c'est que François a pas encore fait énormément de trucs, mais L'Arnaqueur sort, il est très drôle dans le film. Il est nouveau et pour les financiers, il y a une proposition là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, qui est attirant, qui a fait des caméras cachées, qui passe sur le net, qui sont énormément vues, donc il y a peut-être quelque chose à tenter avec ce mec-là. Donc le projet tout d'un coup devient aussi un peu plus viable. Voilà. Donc avant d'aller chercher un financement, c'est bien d'avoir effectivement avec toi déjà. C'est indispensable. Tu vas pas avoir de financier si t'as pas le casting. T'as une boîte de prod, un réal et un casting, au moins un scénario. Et un scénario qui tient. Voilà. Et là, on passe aux choses sérieuses. Et ensuite, le premier financier qu'il faut trouver, c'est le distributeur, en fait. Voilà.
Parce que le distributeur, c'est la personne qui va mettre tes copies au cinéma. Ouais. Si t'as pas de distributeur, tu peux pas aller voir les chaînes de télé. Parce que les chaînes de télé, en fait, achètent des films. C'est leurs obligations. Elles achètent des films de cinéma. Donc, si t'as pas de distributeur, il y a pas de certitude que ton film aille au cinéma. Absolument. Donc, d'abord, il faut trouver le distributeur. Et puis, le distributeur souvent met de l'argent dans le film. Il devient coproducteur. Et à partir du moment où t'as le distributeur, tu peux commencer à aller voir les autres financiers. Et du coup, tu te dis, qu'est-ce qui est le plus dur à avoir? C'est un distributeur? C'est tout. Moi, la vraie galère, c'était le distributeur. Parce que j'ai avec ce scénario-là qui plaisait beaucoup. Mais bon, c'était un film, voilà, c'était pour la faire très courte, c'est un avocat, la quarantaine, qui sent qu'il est en train d'échouer sa carrière, qui a des problèmes amoureux, etc., et qui a un sort de Noël par hasard, après une engueulade autour des cadeaux de Noël, va promener son chien et va tomber sur un sac rempli de cocaïne, avec un téléphone portable qui sonne et des clients en bout. Et lui, qui a toujours été honnête, droit, et qui se dit, mais en fait, ça m'a rien apporté, commence à dealer un peu de coke. Breaking Bad avant l'heure un peu. Hein. Bah ouais, c'était à ce moment-là. C'était pile poil au même moment. Et donc alors Breaking Bad c'était de l'herbe. Moi j'étais dans la cocaïne, donc un peu plus dur, un peu plus violent. Voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Donc le film est un peu transgressif, un peu cynique par moment. Ouais. Donc beaucoup de distributeurs adorent, mais je bloque toujours au niveau du grand patron qui dit non, on n'achète pas ça. Trop risqué. Ouais. Pour eux, trop risqué. Ils me reconnaissent une qualité d'écriture, ils me reconnaissent plein de choses, mais pour eux, pas viable financièrement. Okay. Voilà. Et à part un distributeur qui s'appelle Backfilm qui me dit oui et qui y va. Okay. Voilà. Et après, bah voilà, il a fallu trouver des chaînes. Okay. Pas de chaîne hertzienne parce que le film, pareil, la cocaïne, bah voilà, c'est difficile de le vendre à 20h50 sur une chaîne de télé, mais par contre Canal+ à l'époque est super enthousiaste, mais beaucoup de fonds dessus, et on postule pour des aides, et j'ai l'aide à l'Île-de-France, qui est une très grosse somme sur le film et qui est très importante. Donc on tourne entièrement le film à Paris et en Île-de-France, et le film se monte comme ça en fait. Voilà. C'est un budget de combien à l'époque 1,9 million. 1 million, ah oui, qui est pas une grosse somme, vraiment même une petite somme. Toi, tu avais budgété la prod. Moi, je voulais rien. On l'avait budgété. Il était à 4,5. Moi, je voulais tourner. Donc c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de baisser. Il y a même eu des moments où on s'est dit on va abandonner. Ouais. Et c'est vrai que l'envie a fait que j'ai refusé. Voilà, il y a souvent ce que j'appelle les réunions du vendredi soir. Ouais. C'est les réunions de 18h là où on te balance la mauvaise nouvelle qui te sape tout ton week-end et qui permet de cogiter en fait. Et j'ai eu, j'en ai bien eu 2 des réunions comme ça où on dit on va, si on trouve pas une solution la semaine prochaine, on va être obligé d'arrêter. Ouais. Et donc ça te donne le week-end pour cogiter et recommencer. Donc c'est vrai qu'à l'époque j'avais tellement envie que le film se fasse que voilà. Et c'est là aussi, la chance c'est que François aimait beaucoup le projet et qu'il voulait le faire. Donc chacun a fait des efforts financiers, on a tous travaillé pour moins que prévu, etc. Et donc ça a permis de baisser les sommes, de trouver des solutions et de faire le film. Et donc, t'as eu ton financement, etc. Et là, je sais pas si tu peux nous raconter rapidement première journée de tournage, parce que t'avais certes fait, comme tu disais, des pubs, etc., un court-métrage. Voilà. Mais là, on passe sur d'abord que d'abord, moi, j'avais refusé de penser que le film se faisait tant que j'étais pas sur le plateau. À partir du moment où t'enclenches le jour 1, c'est bon. Et moi j'ai eu les larmes aux yeux en fait, j'étais super ému parce que j'avais à l'époque j'ai 34 ans, un truc comme ça, 35 ans. Et c'est le truc, comme je te disais, c'est un truc depuis l'âge de 14, je me dis, mais j'y arriverai jamais, ça va être compliqué. Puis tu te dis, ça y est, c'est aujourd'hui. Génial. Je sais pas ce que va donner le film, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je pourrais dire que j'ai tourné un film. Okay. J'ai fait mon truc. Donc, très, très ému. Stressé ou, non, excité. Très excité, en fait. Très, très, très pressé d'y aller. Des producteurs très heureux pour moi. Mon producteur, ça le faisait marrer. J'ai commencé stagiaire régie dans sa boîte et puis qu'on tournait le premier film ensemble. Donc, c'était des parcours de vie. Où quelqu'un m'avait accompagné, où lui m'avait vu grandir et puis ce producteur-là, je pense qu'on peut pas être producteur si on n'aime pas ça, c'est-à-dire développer des gens. Voilà, développer des talents entre guillemets. Et Nicolas, il a développé beaucoup de talents. D'abord, il a aidé Eric Toledano et Olivier Nakache à devenir ce qu'ils sont. Ils ont fait tous leurs films avec lui. Okay. Ils avaient fait des courts-métrages, mais avec Nicolas, ils ont développé leur premier film, etc. Et puis ils ont fait Intouchable et puis ils ont fait tous les autres. Et ils sont toujours ensemble. Il avait développé Pascal Chaumet, il a développé Jennifer de Volda avec qui je travaillais, et il lui a fait faire son premier film aussi. Voilà, il faut avoir cet amour de
de trouver des gens, de les aider, de les développer, de les diriger pour aller faire des films. Donc tu t'es senti accompagné en fait sur cette aventure, donc t'étais moins accompagné, ouais, totalement accompagné. Et puis moi j'avais emmené avec moi en fait tous les techniciens que j'avais connus sur les pubs. Ouais, donc ça rassure. Donc un chef opérateur avec qui je travaillais souvent, un assistant. Donc j'avais pas la peur du tournage. J'avais jamais travaillé sur la longueur parce que pour le coup une pub c'est un 100 mètres, un long métrage c'est un marathon quoi. C'est combien de temps de tournage Là c'était 6 semaines, mais pour tout te dire, entre le moment où j'ai lu la nouvelle et le jour où le film est sorti, il s'est passé 5 ans. Ouais. Voilà. Donc pendant 5 ans, tu portes un truc, et pendant, on va dire, 4 ans, tu sais pas si ça va se faire. Ouais. Voilà. Donc quand tu arrives au tournage, tu es presque arrivé à la fin. Ouais. Oui, c'est vrai, sur le temps passé sur le projet, ces 6 semaines représentent rien sur mes 5 ans. Mais par contre, c'est un kiff absolu. Okay. Alors un kiff et des angoisses. T'as eu des galères ou ça s'est globalement bien passé? Comme on dit toujours qu'il n'y a pas de petit tournage. Il y a toujours des galères sur un tournage. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un truc qui se passe. Donc des galères, t'en as toujours. Okay. Mais c'est la règle du jeu. Ouais, donc, pas de surprise en fait. Pas de surprise. Après, beaucoup d'angoisse quand t'as passé 3 ans et demi, 4 ans à écrire un truc, tout d'un coup, tu découvres que chaque journée, tu abandonnes une scène que tu as écrite. Ça y est, elle est tournée. Tu l'enterres, quoi. Tu l'enterres, tu dis, mais non, mais je l'ai écrit 42 fois, cette scène, et là, ça y est, elle est faite, je peux plus y toucher. Parce que maintenant, ce que je vais pouvoir toucher, c'est la scène, mais au montage. Ouais. Mais est-ce que ça joue bien? Est-ce que j'ai dit ce que je voulais? Est-ce que je l'ai bien mise en scène? Enfin, voilà. Donc, t'es plutôt dans l'angoisse de la suite, en fait. Ouais. Mais le tournage, oui, c'est une aventure formidable. Tu faisais le montage aussi? Oui, tu fais le montage. Tout fait, je l'ai fait après, mais voilà. Et puis j'ai découvert de travailler avec des comédiens, des vrais. Donc j'avais François Damien, j'avais Pascal Arbillot qui est une comédienne de talent, j'avais Laurent Lafitte, il y avait Gilles Cohen aussi, Didier Flamand. Enfin, j'avais toute une troupe de comédiens de plein d'âges différents. Et je découvre en fait que personne n'a la même technique de travail. J'avais des enfants, j'avais des chiens, j'avais plein de trucs, qu'il fallait faire rentrer et puis harmoniser tous ces gens-là ensemble. Faire que tout ça fonctionne. Là, tu découvres un nouveau truc. Ouais, parce que moi j'allais dire, vu de l'extérieur, moi ce qui me paraîtrait le plus, mais encore une fois, je vois ça vraiment d'un œil très novice, mais je serais certainement décontenancé par le management ou la gestion des acteurs en fait. Ouais, puisque ça dépend en fait de leur personnalité, ça dépend de plein de choses, et c'est comme du management en entreprise, quoi. C'est il y a pas de règles en fait. Il y a pas de règles, il y a pas d'école. Ah si, après il y a pas de règles. Non, il y a pas de règles. Chaque réalisateur impose sa règle en fait. D'accord. Voilà. Je pense qu'aucun réalisateur dirige de la même manière. Toi, tu diriges comment, par exemple? Tu t'es directif ou tu laisses plutôt, enfin, moi, j'ai un principe, c'est que j'écris énormément avant. À partir du moment où un comédien me dit oui, on fait des lectures ensemble. Je retravaille le personnage en fonction de ce qu'on a pu se raconter. Et puis il y a un moment où moi je considère que ce personnage-là, c'est le comédien qui va le prendre. Et pendant le tournage, normalement, le comédien connaît mieux le personnage que moi presque. Okay. Moi, je connais la globalité, j'ai la vision d'ensemble du projet. Mais je connais pas je connais beaucoup de choses sur le personnage, mais je connais pas forcément tous les détails, tous les détails. Et ça, c'est à lui de gratter pour les trouver. Okay. Donc moi, je considère qu'à un moment donné, il doit me dépasser un petit peu dans la maîtrise de son personnage. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il va te poser des questions auxquelles toi, t'as pas forcément pensé. Il t'oblige à toujours aller un peu plus loin dans ta réflexion et te repousser dans tes retranchements. Donc voilà. Et après, c'est que des individus, c'est que des humains. Alors les acteurs, les actrices demandent beaucoup d'intention. C'est ça. C'est pas comédien, je pense. Ouais, c'est la matière première du film. Donc il faut Et après, voilà, il faut. Pour moi, ils font partie de l'équipe, mais ils ont une place privilégiée. Voilà. Mais ils font partie de l'équipe. Donc sur un plateau, il y a deux choses à gérer, la technique. Voilà. Donc je dois avoir du temps d'écoute pour tous mes techniciens, en tout cas les chefs de poste, et du temps d'écoute pour mes comédiens, qui est une autre partie. Donc il faut savoir manager ça. Et c'est vrai que celle-ci doit être prioritaire en fait. La partie direction d'acteur doit être prioritaire. La technique doit pas écraser la direction d'acteur. Ce qui peut arriver sur des films, mais c'est vrai que quand t'as plein d'effets spéciaux, plein de cascades, à un moment donné, c'est ça. Mais il faut à arriver toujours à penser ces choses-là à travers le personnage en fait. Si la technique ou les cascades priment sur le personnage, en fait, tu perds l'âme humaine, tu perds le personnage et ça ne devient plus qu'une cascade. Donc, il faut arriver à toujours garder les personnages en tête et être à l'écoute des comédiens, quoi.
Et du coup, ça me fait penser à une question sur le casting, mais c'est toi qui t'occupes du casting. Souvent, tu t'occupes des rôles principaux parce que les rôles principaux vont aussi aider le financement. Donc ça, c'est quelque chose que tu gères avec tes producteurs et ou avec un directeur de casting qui fait partie de l'équipe. Et après, sur tous les seconds rôles, etc., tu as un directeur de casting ou une directrice de casting et tu travailles avec cette personne pour trouver les comédiens. Moi, j'arrive souvent avec des listes de gens que j'aime, de gens que j'imagine, etc., qui sont. Alors parfois, ça va être cette personne, ou parfois c'est une base pour aider le directeur de casting à chercher. Et souvent, moi, je demande aussi qu'il me propose autre chose. Ouais, pour te laisser surprendre. Sortir des stéréotypes, sortir des évidences, et puis surtout, je pense que chaque chef de poste sur un tournage s'y connaît mieux que moi dans son métier. Donc, un directeur de casting connaît infiniment plus de comédiens et de comédiennes que moi, et surtout des gens pas forcément connus, des gens en devenir, et il les connaît bien aussi personnellement. Donc, c'est intéressant qu'elle me présente des gens. Mais est-ce que toi, tu penses qu'il faut que tu connaisses bien personnellement, pas bien, mais en tout cas personnellement, un peu ces acteurs, ou parfois ça t'est arrivé de tourner avec des gens que tu connaissais pas du tout? En pub, tu tournes avec des gens que tu connais pas du tout. Tu les rencontres le jour du stylisme. Ouais, mais ça dure, comme tu disais, ça dure pas longtemps. Là, tu pars sur des tournages de plusieurs semaines. Non, sur un long métrage, ça veut dire que si tu as un comédien qui vient pour une journée ou deux, tu le rencontres. Oui. En fait, comme tu fais des essais, les choses viennent au fur et à mesure, en fait. Avec un comédien principal, tu vas avoir des lectures, tu vas le rencontrer dans un café, tu vas lui présenter ton projet, il va te dire oui, et s'il te dit oui, tu vas déjeuner avec lui, tu fais des lectures, tu discutes, tu bois un café, voilà. Les choses se construisent au fur et à mesure. Donc, tu commences à la connaître. Et puis, pour les seconds rôles, les troisièmes rôles, forcément, il y a des castings. Soit tu assistes au casting, soit il y a des callbacks, c'est-à-dire que tu refais faire un deuxième casting et là tu le rencontres. Donc les choses viennent au fur et à mesure, tu le vois jouer, tu échanges avec lui, tu le diriges pour voir un peu ce que tes idées peuvent donner, et lui te propose autre chose. Moi je sais que sur les seconds rôles ou les troisièmes rôles, souvent je prends des gens qui ont plein d'idées ou qui m'ont surpris. Je me dis lui il maîtrise des choses, ça me plaît ce qu'il me raconte, voilà. Et donc au fur et à mesure, après il y a les essais de stylisme, il y a les essais de maquillage, il y a plein de choses où au fur et à mesure on se revoit encore et encore. Et ça n'arrive pas que quelqu'un débarque sur le tournage et que tu l'as jamais vu de ta vie. J'imagine, mais on va dire les figurants entre guillemets, mais même des figurants, tu vas les choisir sur photo. Donc voilà, donc non, tu connais les gens, tu les as rencontrés, et moi si je sens pas quelqu'un humainement, je vais pas y aller, quoi, par exemple. Non, mais c'est ce que je me demandais, mais je me dis peut-être que c'est arrivé dans des réalisateurs de films des acteurs excellents avec lesquels il y avait pas d'atome crochu, mais bon, parce que après tu sais, c'est comme toutes les histoires d'amour, le premier jour tu montres que ton côté positif la première date, puis après il y a le quotidien qui vient, donc sur un tournage 6 semaines, chacun a ses humeurs, ses problèmes, puis tu découvres que tu peux avoir des comédiens qui s'entendent pas forcément, ou au contraire. C'est arrivé sans donner de nom? Non, ça écoute, moi j'ai toujours eu plutôt des tournages, j'ai eu beaucoup de fortes personnalités avec moi, voilà. Donc qui crée des ambiances, mais non, j'ai pas eu les clashs, j'ai pas eu les trucs fous, j'ai eu des gens compliqués à gérer, mais moi j'aime bien ça, en fait. J'aime bien avoir ce truc là de tous ces gens sur un plateau, tous ces gens alchimie, on voit ce qui se passe, voilà, et de trouver l'alchimie, en fait, d'être un peu le moniteur de la colo. Et mine de rien, sans rien dire, d'arriver à faire que tout ça colle ensemble. C'est assez excitant, en fait, à faire vivre. Écoute, c'est passionnant. En tout cas, moi, d'avoir un peu les coulisses, c'est super passionnant. Je te propose qu'on passe assez rapidement, on survole un peu tes autres projets. Moi, je pourrais passer un épisode par film, mais qu'on refasse un peu tous les films que t'as fait. Juste pour finir sur une pure affaire, satisfait de l'accueil, des résultats, moi globalement? Je suis très satisfait du film. Du film déjà. Voilà, moi j'étais très heureux du film, de l'avoir fait, et des retours que j'ai eus. On a fait qu'un seul festival c'était l'Alpe d'Huez, où j'avais gagné le prix du jury, et François Damien, c'est Pascal Rabillot, avaient chacun gagné le prix des comédiens. Donc voilà, c'était un festival de comédie, je repartais avec les prix les plus importants, donc moi voilà. T'avais déjà réussi là. Voilà, la profession a plutôt apprécié le film. Le film a pas fait tant d'entrées que ça au cinéma. Il en a fait 200 000, mais le film était pas cher, donc il était rentable. Enfin, en tout cas, opération zéro. Depuis, il a beaucoup été vendu en chaîne. Voilà.
Il a été énormément diffusé par Canal et ensuite France 4. Il y a eu beaucoup d'Ardiens qui l'ont acheté. Jamais TF1 ou France 2 parce que le sujet était un peu trop touchy. Mais il a fait. Par exemple, je sais que la première fois que France 4 l'a acheté, on a passé le million d'entrées de spectateurs. Oui, en cumulé. Sur un soir, on a fait à 20h30 sur France 4, on a fait 1 million. Et c'était la première fois qu'ils atteignaient cette barre-là. Ouais. Et depuis, le film a beaucoup été diffusé à la télévision, sur la TNT ou à l'étranger. Voilà, il a eu une vraie grosse vie de télévision en fait. Donc ça c'est plutôt. Ce qui est bien que ton œuvre a été vue en fait. C'est super. Ouais. Et le film il a été vu par beaucoup de gens et toujours encore aujourd'hui. Donc moi ça me plaît énormément. Et puis oui ça m'a donné le droit d'en faire un deuxième. Ouais. Voilà. Donc qui a été quoi du coup? Et le deuxième c'était le titre de film que j'avais du mal à dire qui a été Eya Fiat Occulte. Ouais d'accord. Dites le volcan. Ouais. Voilà qui était avec Danny Boone, Valérie Bonneton et Denis Ménochet. C'était fou parce que Danny Boone il était il vivait après son succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, non, mais surtout, c'est que je suis passé d'un film à 1,9 million à un film à 18 millions. À 18 millions, ouais, donc on a multiplié par 10. Je me suis retrouvé avec une très grosse machine entre les mains. Ouais. Mais c'était avec mes mêmes producteurs, donc j'ai vécu ça avec énormément de fun en fait. Okay. La pression est arrivée vraiment une fois que pression bien sûr sur le tournage parce que c'est compliqué, tu sens que tu te balades une grosse machine, mais la pression est arrivée après, une fois que le film a été fini, qu'il a fallu le sortir. Où là c'était plus compliqué. Où là tu dis faut rentrer, surtout toi t'as la pression, pas toi mais les producteurs etc. de rentrer dans les frais. Exactement, rentrer dans les frais et puis non mais pour le coup ça c'était vraiment pour moi une très belle école parce que j'avais fait en finale qu'un seul long métrage et là je me retrouvais avec une comédie d'aventure familiale qu'on avait coécrit avec une prod qui était vraiment c'était juste après Intouchable donc la Quad avait un peu toutes ses entrées. Dany a dit oui à la V2 et donc ça allait très vite, le film s'est financé très très vite en quelques semaines. J'ai vécu l'inverse de mon premier film en fait, tout allait très vite, peut-être trop vite pour le coup. Okay. Moi, j'ai encore Alors, c'est un film qui a cartonné pour le coup. On a 2 millions, non, je crois. Un tout petit peu moins. On a fait 1,8 million, mais par exemple, je sais que sur TF1, il a été diffusé 2 fois. La première fois, on a fait 7 millions, la deuxième fois 6 millions. Donc voilà, c'est un film qui a bastonné. J'ai encore, moi, maintenant avec du recul, j'ai des questionnements d'écriture pour le coup. Voilà. Mais parce que j'ai pas eu trop de compromis à faire. Parce que le financement est arrivé très vite, le financement qu'il fallait, pour le coup, j'ai eu peu de réécriture et je pense que un peu plus de réécriture aurait fait du bien au film. D'accord. Après, je me suis éclaté, je sais que le film est drôle et en tout cas, j'ai vu des gens, des salles pleines de rire, des gens me remercier d'avoir ri comme ça et puis moi je me suis vraiment, en tant que réalisateur, je me suis vraiment éclaté. C'était dingue, j'ai fait énormément de choses compliquées. Le chef-op de l'époque qui s'appelle Pierre Cotreau, qui a mon âge maintenant, qui a 45 ans, qui a fait pas mal de longs métrages, je l'ai vu récemment, m'a dit écoute, c'est quand même toujours le film le plus compliqué que j'ai jamais fait de ma vie. Parce qu'on avait on a fait des crashs d'avions, on a fait des aigles qui tombent, on a fait des poursuites en bateau, on a cumulé les transports, les effets spéciaux, etc. Et puis mine de rien, on était encore assez jeunes dans le métier. Et donc il a fallu, alors on a compensé notre manque d'expérience par une débauche d'énergie. Mais on s'est éclaté. On était mon assistant, mon chef-op, mon responsable des effets spéciaux. On était une bande, on avait le même âge. Donc on avait envie d'y arriver et on y arrivait quoi. C'était assez dément à faire. C'est fou ça. Et donc ça c'est donc super souvenir, très très bon souvenir. Et donc le troisième film, tu passes d'un film effectivement, un film grand public. Ensuite, le Père Noël, c'est un film grand public aussi, mais c'est plus une comédie de Noël, plus une comédie familiale avec un enfant. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce projet ou en tout cas moi j'aime beaucoup les histoires de famille en fait. J'aime beaucoup les histoires autour des enfants. J'ai 2 enfants et je réfléchissais à l'époque à une histoire entre un père et son fils. Et mes producteurs ont ce projet qui s'appelle Le Père Noël et avec des auteurs qui ont écrit le scénario, mais ils n'arrivent pas à monter le film. Ils trouvent pas l'histoire marche pas complètement, personne n'est complètement séduit et les auteurs se retirent du projet. Et je finis la post-prod et mes producteurs me proposent de le reprendre. Et c'est génial parce que c'est exactement la thématique que je cherchais. Donc là, c'est pas l'histoire entre un père et son fils, mais c'est un adulte avec un enfant qui va devenir un peu le père de substitution de l'enfant. Et donc, je repars avec Laurent Zetoun, qui est un de mes auteurs sur le volcan et qui est aussi un de mes producteurs. Et on a repris le projet et on l'a réadapté. Okay. Mais une grosse réadaptation, parce que ça, on a pris un an d'écriture tous les deux pour vraiment reprendre tout le projet de A à Z. Alors qu'il était déjà écrit. En fait, on a gardé le squelette et on a tout repris. Ok.
Et là, c'est une autre histoire. Vraiment, chaque film, c'est une nouvelle histoire que tu réécris. Est-ce que c'est ce que tu cherches pas un peu, c'est-à-dire trouver une nouvelle expérience, une nouvelle aventure? À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Il faut recommencer à zéro. Et là, le challenge, parce que moi j'aime bien ça, le challenge, c'est que le héros principal a 6 ans et demi. Ouais. Donc c'est un enfant qui n'a pas d'expérience, qui ne sait pas ce que c'est que le cinéma et qui n'est pas du tout rationnel. Ouais. C'est un enfant. Ouais. Et voilà. Et tu dois faire un film avec cet enfant qui porte le film en fait, parce qu'il est de tous les plans tous les jours. Et lui, il sait pas qu'il y a une grosse machine derrière avec de l'argent et qu'il faut emmener ce projet au bout avec lui. Donc c'est un vrai challenge. Ouais, j'imagine. En plus, c'est un enfant qui faisait des cambriolages, qui passait par les toits, donc des petites cascades avec lui, etc. Et pour faire le Père Noël, j'ai là pour le coup vraiment un grand partenaire qui est Tahar Rahim, qui accepte tout de suite. Et là pour le coup, le choix du comédien principal est important parce que ça devient vraiment mon partenaire avec l'enfant. Ouais. Et là, si ce mec-là ne m'aide pas, ça peut être très compliqué. Et vraiment, là, on a formé un binôme ensemble. Okay. Ça a été génial. Tu peux t'appuyer effectivement sur un autre. Tu t'appuies sur quelqu'un qui, en fait, est vraiment quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, qui est vraiment un super artiste, pour le coup. Tahar, et un homme de challenge, voilà, qui se dit, j'ai jamais tourné avec un enfant, donc je vais apprendre ce que c'est que de tourner avec un enfant. Et il le prend pas du tout comme un problème, comme une corvée, il le prend vraiment comme un challenge. Et donc, il y va, quoi. Et voilà, et ça aussi c'est vraiment un très beau souvenir de tournage. Voilà, tout se passe sur une nuit dans Paris, la nuit, le soir de Noël. Ouais, t'as mis toutes les contraintes, tournage de nuit, enfant. Voilà, enfant. Donc tu n'as pas le droit de tourner la nuit avec un enfant. Donc on tourne en hiver, on commence à tourner très tôt, on fait du studio, on fait des cascades. Et puis au milieu de tout ça, il faut arriver à raconter quelque chose de drôle, mais aussi qui tend vers l'émotion parce que c'est une vraie comédie de Noël. Et voilà, ça c'est le challenge et c'était voilà, moi je suis très fier de ce film en fait. Vraiment, très fier du film. Ça veut pas dire qu'il est bien, ça veut dire que j'en suis fier. Voilà, moi je le trouve beau, je suis content de ce qu'on a fait et je pense qu'on a réussi à attraper ce qu'on souhaitait. C'est un projet très compliqué au montage, vraiment une vraie galère de montage, parce que là tu te rends compte que tu peux perdre ton film au montage. Je crois que c'est Cédric Lapiche qui dit qu'on écrit 3 fois un film, au moment de l'écriture, au moment du tournage et au moment du montage. Voilà, c'est vrai que chaque partie amène une évolution et il fait évoluer ton film. Et au montage, tu peux perdre ton film en fait. Ouais, comme c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement coller des images les unes derrière les autres, c'est arriver à garder le ton que tu voulais, l'amplifier, apporter l'émotion. Oui, tu peux aussi le sublimer, comme tu peux le sublimer comme tu peux le rater. Okay. Et c'est vrai que par moi, à un moment donné, on l'avait trop intellectualisé, c'est devenu un film trop triste, trop nostalgique, il fallait lui redonner un coup de booster, etc. pour faire ressortir justement l'émotion, mais faire rire avant. Voilà, il y a tout un travail là-dessus qui était assez compliqué, assez long, plus long que prévu même, mais on y arrivait. Et un dernier mot du coup sur. Et après, le dernier film que j'ai fait, c'est les aventures de Spirou et Fantasio. Donc là, t'es sur une franchise, enfin pas une franchise, mais là pour le coup, c'est une pure commande. C'est mon premier film sans quad. Voilà, je fais ça chez Fidélité avec Marc Missonnier et Olivier Delbosque. Eux, ils ont la licence et ils cherchent un réalisateur. Voilà. Et donc, pourquoi tu ce projet, t'étais particulièrement fan de Spirou Non. Non, ok. Non, pas du tout. J'adore la BD. Moi, je suis un grand fan. Je connais Spirou et Fantasio, mais à l'époque, ça faisait quelques mois que je ne savais pas ce que j'allais faire. Okay. En fait, voilà, j'avais pas d'idée de projet, j'avais pas d'idée de film. On m'a proposé ce film-là, j'ai rencontré les producteurs que j'ai trouvé super. J'ai replongé dans les BD, j'ai relu, j'ai rencontré les scénaristes qui avaient déjà posé un traitement. Je me suis vraiment bien entendu avec eux, j'ai bien aimé le traitement qu'ils posaient. Donc j'ai dit allons-y, écrivons, puis on va voir ce que ça va donner. Et donc voilà, on est reparti sur l'écriture et on a construit une histoire. Okay. Pareil. Beau budget, non? Ouais, budget, oui. On était à 10, on était un peu juste par rapport à ce qu'on voulait. Mais pareil, grosse pression. Et puis voilà, on a écrit cette histoire, on a avancé. Compliqué parce que vraiment les adaptations de BD, j'ai l'impression que c'est ça que j'avais demandé. Les fans n'aiment jamais en fait. C'est ça. Compliqué. Enfin, je dis ça. Comment dire, c'est pas la faute du fan. Hein. C'est vrai que Spirou, c'est en fait l'interprétation que tu fais de la bande dessinée. Voilà. Et chacun a la sienne. Voilà, chacun a la sienne. Moi, j'avais misé sur le fait que Spirou et Fantasio, c'est pas comme Tintin où il y a eu que Hergé. Spirou Fantasio, ça existe depuis plus de 50 ans, même 70 ans. Il y a eu plein de dessinateurs, plein d'auteurs. Donc je me suis et Spirou, ça a été comique, ça a été noir. Il y a 1000 univers au milieu de Spirou Fantasio. Donc nous, on s'est dit, on est juste un nouvel auteur avec un nouveau dessinateur. Une nouvelle proposition. Et on a fait une sorte de reboot. On a essayé de raconter ce qui n'avait pas été raconté. C'était la rencontre. Voilà, on s'est dit, on va raconter la rencontre.
plutôt que de se mettre dans les pantoufles de ce qui existe déjà, proposons autre chose pour voir. Et je sais pas, ça a pas complètement accroché auprès des fans. J'ai eu des très bons retours, comme j'ai eu des insultes. Voilà. Ça, c'était le risque, mais je pensais que sur ce personnage-là, sur ces héros-là, que moi j'ai au fur et à mesure vraiment apprécié, on pouvait se permettre ça. Voilà, c'était vraiment le personnage où on pouvait essayer autre chose. Et ça a pas complètement accroché, même si moi c'est le problème, c'est que j'ai pas le recul des choses. J'étais beaucoup dedans. Je trouve qu'on s'en est plutôt pas mal sorti. Maintenant, voilà. Mais ce qui est intéressant là, quand je vois un peu ton parcours comme ça, de façon macro, c'est que à chaque nouveau projet, tu t'es mis des nouvelles difficultés. Alors, je sais pas si tu l'as fait volontairement, mais t'es pas resté non plus dans le confort de, tiens, je sais faire ça. Là, je vais passer sur un film gros budget. Là, je vais passer sur une adaptation. Voilà. Est-ce que c'était conscient, tu penses, ou est-ce que tu te dis, j'ai envie d'élargir ma palette? En fait, alors peut-être que mon défaut, c'est que j'ai pas de plan de carrière. C'est-à-dire que j'ai jamais vu à long terme. Le long terme a été, je veux devenir réalisateur. À partir du moment où je l'ai été, je voulais faire des films. Donc j'ai avancé. Je suis tombé sur un bouquin. J'ai écrit mon premier. En fait, j'ai eu la chance que les 3 premiers se fassent très très vite. Et ça a été comme des petits ricochets. Voilà. Et peut-être ça l'erreur, c'est que ça m'a pas laissé le temps de réfléchir à ce que je faisais. J'étais en famille. Le premier film, c'est vraiment un film qui est venu du cœur. Le deuxième, j'avais vraiment très très envie d'aller vers développer plus de la comédie autour d'une histoire d'amour, et un de mes partenaires m'a pitché Le Volcan. J'ai dit, mais c'est génial. Et puis, il y a le road movie, c'était un truc que je rêvais de faire. Donc, j'ai dit, là, il y a des jouets qui me plaisent depuis longtemps, j'ai envie de faire ça. Le Père Noël, ça venait d'une thématique qui me faisait très envie. On me reproposait un projet qui existait et j'ai pu le reprendre à zéro et le redévelopper. Donc, les choses sont arrivées mes envies étaient là et les projets tombaient dessus. Donc, c'était formidable. C'est pour ça que j'ai eu du mal d'ailleurs après le Père Noël, parce que j'avais plus d'envie. J'étais un peu bloqué. Je ne savais plus où je voulais aller. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le long terme, c'est maintenant en fait. Je pense maintenant, je commence à penser à me projeter sur plus tard. Et Spirou et Fantasio est arrivé comme un accident, un heureux accident encore, quelque chose de compliqué à porter aussi, de challenge. C'était très intéressant. Moi j'aime bien les challenges en fait. C'est ça, c'est ce que j'essaie de dire effectivement ça m'excite assez quand même de se dire il y a rien, il y a 2 lignes et puis il faut faire un film d'1h30 au bout. Il y a un truc d'énergie apportée, d'ambition. Il y a l'ambiance de la colo aussi. Enfin, il y a plein de choses qui se mêlent là-dedans. À la fois, t'es seul pour écrire, puis d'un coup, tu vas être 60 pour développer ce que t'as écrit tout seul. Donc, il y a plein de choses sur un projet qui sont très excitantes et puis qui changent en fait au quotidien. T'avances sur autre chose. Tu fais 1 an d'écriture, puis d'un coup, tu vas être pendant 1 an avec 60 personnes. Donc voilà, il faut se renouveler en permanence. Ça, je trouve ça très intéressant sur un film. Du coup, ça nous amène à la partie aujourd'hui. T'as des plans aujourd'hui ou Ouais, tout à fait. En fait, j'ai essayé de réfléchir au long terme et de me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire. Là, récemment, j'ai fini un premier scénario. D'accord. Qui va rentrer en casting là. Et puis là, j'ai créé un autre projet qui est plus une comédie. Avec mon scénario, avec le co-scénariste avec lequel j'ai fait Le Volcan. Voilà, on rend la V1 là, et puis j'essaye de développer des projets de séries télé. Voilà. Ah oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que de docu, série, digitale série en tout cas, parce que moi, mon autre passion, c'est un peu les films un peu plus thriller, etc. Et voilà, avec une prod, on a acheté un bouquin qui est un thriller que j'aimais beaucoup. On essaye de faire un 4x52 avec. Et j'ai développé une idée originale, basée sur un article de journal, qui est aussi un 4x52. Voilà, qui sont tous les deux des thrillers. Alors il y en a un qui est un peu plus social. Voilà, c'est une autre palette que moi j'aime beaucoup, qui se passe entièrement à la montagne. Et là je suis dans les lectures de chaînes de télé, donc c'est vraiment, on est pareil. Tous ces projets sont écrits et ils sont tous lancés. On va voir ce que ça va donner. Et en parallèle, j'ai développé un projet de film d'animation. Où là, je suis vraiment que scénariste. Voilà, avec un co-scénariste qui est aussi le réalisateur. D'accord. Qui a déjà fait de l'animation et ça s'écrit en ce moment. D'accord. Donc là, encore un complètement autre projet, parce que l'animation, on en a parlé avec Franck sur un épisode. C'est encore un autre métier. C'est encore un autre métier. C'est encore c'est encore plus long que tourner live. Mais là, pour le coup, moi, je ne fais qu'écrire, donc je partirai avant. Je m'arrêterai avant. Je laisserai la traversée du désert au réalisateur. Ok, merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions de la fin, j'ai eu une petite question un peu plus prospective sur le futur.
On parlait beaucoup de Scorsese ces derniers temps avec le film Irishman, et puis c'est sorti puisqu'il a dit que Marvel c'était pas du cinéma et que c'était du divertissement. Si on regarde un peu à quoi peut ressembler le cinéma dans 10, 15, 20 ans, moi j'ai un peu l'impression qu'on va vers justement ça, on va vers du grand spectacle, on va vers des sièges qui bougent, on va vers du sensoriel. Est-ce que toi tu penses que le cinéma, juste une histoire, sans tout le folklore autour, sans le côté expérience, parc d'attractions, etc., a encore évidemment sa place, ou est-ce que tu penses qu'on va effectivement, avec Netflix, aujourd'hui on peut regarder n'importe quel film dans son salon, les gens vont se déplacer plutôt au cinéma pour du spectacle? Moi je pense que le cinéma c'est un art vivant, donc un art qui évolue. Ouais. Et c'est un art qui a un peu plus de 100 ans, mais si tu prends depuis le début, au début c'est en noir et blanc sans son. Tout d'un coup il y a un mec qui rajoute du son, donc on fait évoluer le film, et puis on quitte le noir et blanc pour devenir en couleur, et les gens allaient découvrir la couleur. En fait, on a continuellement fait évoluer le cinéma et continuellement essayé des nouvelles expériences, en fait. Et les gens, tout d'un coup, ne voulaient plus de voir de films en noir et blanc, ils voulaient voir des films en Technicolor. Et la principale pub à l'époque de ces bandes annonces, c'était de dire le film est en Technicolor. On mettait en avant la technique. On mettait pas en avant l'art, on mettait la technique. Ouais. Donc, c'est normal que le cinéma évolue et qu'aujourd'hui, on passe à la 3D et puis on passe au fauteuil, etc. Parce que la technique, on avance. Peut-être qu'un jour il y a un mec qui va inventer une odeur et qu'il va mettre les odeurs qui iront. Enfin, moi, je suis sûr que ça va arriver. C'est évolutif, c'est très évolutif. Après, tu te rends compte que la 3D, ça a été un effet qui a un peu disparu quasiment. Ça a été un flop, oui. Ça a cartonné, mais en fin de compte, ça n'a pas duré, quoi. Ça n'a pas duré, parce qu'on nous a un peu escroqué sur quelques films et puis que ça marche vraiment que sur certains films. Donc moi, je pense que le cinéma, ça va évoluer tout le temps. Que quand même, tout de même, l'expérience d'être dans une grande salle dans le noir à 200, 300, 400 personnes devant un grand écran avec un son qui pète et une image qui t'absorbe, tu l'auras jamais chez toi. Ouais. Elle n'existera pas chez toi. Tu auras beau changer ta télévision et ton son, tu ne seras jamais dans une salle de cinéma. Et Gravity de Alfonso Cuarón, c'est toujours plus impressionnant au cinéma que devant ta télévision. Donc je pense que le cinéma, il a encore des heures devant lui. Simplement, le cinéma doit évoluer parce que chaque expérience de chaque génération évolue, tout simplement. Ouais. La question, c'est est-ce qu'on va pas se retrouver qu'avec des Gravity, du coup, puisque je sais pas, moi, j'espère pas, mais quand Spielberg il sort Les Dents de la Mer, c'est le premier blockbuster. Il y a des gens qui sont scandalisés à l'époque. Star Wars débarque en 78. Il y a des gens qui sont outrés de ce film. Chaque génération en fait vit à quelque chose, donc notre nouvelle génération ou la génération de mes enfants, c'est-à-dire les gens qui sont nés après 2000, eux ils arrivent au cinéma, c'est déjà en 3D, c'est déjà en couleur, c'est déjà en grand écran. Ça c'est leur base, ils ont même jamais vu de film en noir et blanc, donc ils disent c'est quoi next, c'est quoi la prochaine étape, parce que moi ça c'est sympa, mais ça fait 15 ans que je vois ça, maintenant c'est quoi la prochaine étape? Et on peut pas leur en vouloir. Bien sûr, non. Ouais. Donc je pense que ça va évoluer. Je pense que les prises de risque sont de plus en plus fortes. Donc il faut s'appuyer sur des expériences des licences. Donc c'est Marvel, etc. Mais ça c'est le cinéma américain aussi. Je pense que nous en France, on a une culture cinéma en tout très cas, forte. Les moyens financiers sont pas les mêmes. On a une autre culture de cinéma, une autre culture d'écriture. Donc je pense que ça va évoluer. Il faut laisser juste la diversité, quoi, en fait. Il faut laisser les choses se faire et la diversité. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui bouffe l'autre. C'est tout, en fait. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que tout le monde peut exister, qu'un Marvel, un Almodovar, un Jacques Audiard ont le droit de coexister ensemble. Si c'est des bons films, et souvent, c'est tout de même des bons films, parce que. Il faut continuer de financer ces il faut trouver les moyens. Marvel, voilà, il faut trouver. Mais après, moi, je trouve que il y a des systèmes financiers en France qui sont importants, qui sont bien faits. Le CNC. C'est génial. Permet ça, parce que la taxe sur le billet fait que un Marvel qui va faire 5 millions d'entrées va permettre au CNC de financer des petits films d'auteur ou des films d'auteur sans être petits. Quand je dis petit, c'est à petit budget où on sait que l'audience sera réduite, mais il faut pas vouloir tout rentabiliser. C'est ça. Voilà. Bien sûr qu'il faut pas être en négatif. Est-ce qu'une opération blanche vaut le coup d'être faite? Oui, ça fait travailler les gens, ça fait des exactement. Ça fait travailler les gens, on gagne de l'argent, ça fait du catalogue, ça fait des films, les chaînes de télé les achètent, ça fait des heures de programme. Voilà. Bien sûr qu'un film d'auteur, Arte va peut-être plutôt l'acheter qu'une chaîne. Donc voilà. Donc ça crée du programme. Donc moi je trouve que le cercle est plutôt vertueux en fin de compte. Voilà. Absolument. Je passe à la dernière partie, là, c'est les questions de la fin. Je te pose des petites questions rapides,
tu me réponds rapidement ou avec un peu de détails. Quels médias, toi, tu consommes aujourd'hui et à quelle proportion? Radio le matin. Ouais. Tous les matins. Radio. Okay. Plateforme. Netflix. Netflix, Netflix, OCS, Canal, mais je regarde plus Canal, en fait, je regarde la plateforme de Canal. MyCanal, voilà. Amazon. Ouais. Voilà. Quasiment tous les soirs, je regarde un film, en fait, ou une série télé. Ok. Et puis en média, et puis après Internet, comme tout le monde. Ouais. Voilà. Réseaux sociaux et autres, peut-être. Réseaux sociaux. Et un autre média que j'adore, c'est juste la presse papier. Pour le coup, là, je suis vieux. Non, mais c'est important de le dire, parce que les gens disent que la presse est morte, mais... Ouais. Pas forcément. Moi, ce qui m'horrifie, c'est qu'on habite Paris, c'est que j'ai de plus en plus de mal à trouver de la presse. D'accord. Voilà, je dois marcher. Tu la regardes pas sur ton iPad? Ça, j'y arrive pas. Ouais. C'est marrant. J'ai besoin du contact papier et pour les livres et pour la presse, en fait. Ok. En parlant de livres, est-ce que tu as des livres à recommander qui soient business, sur le ciné, développement personnel? Après, si on commence à parler de livres, là, on peut passer plusieurs heures. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est cinéma. Moi, le livre qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'était Hitchcock par Truffaut. Voilà, c'est l'entretien que Truffaut a eu avec Hitchcock, qui est devenu un livre et qui est entre 2 mètres de cinéma, ça discute cinéma et c'est pas mal. Ok. Ouais, sympa. Et puis en littérature, moi je suis un grand fan de Stefan Zweig, qui a fait des très belles nouvelles, mais qui surtout a fait beaucoup de livres d'histoire, qui sont juste fabuleux. Il a fait Mary Stuart, il a fait Marie-Antoinette, il a fait Magellan, il a fait et qui sont des... Donc sur des personnalités, en fait, c'est ça Voilà, et c'est du cinéma. C'est vraiment du cinéma. Zweig, un de ses meilleurs amis, était Freud. Okay. Donc il passe par beaucoup de psychologie, et donc il a une manière de remettre en contexte l'époque, de chercher la faille dans le personnage et de raconter ces personnages-là, leur vie à travers cet axe-là, et ça fait des livres passionnants. Mary Stuart, enfin c'est extrêmement romanesque et c'est très cinématographique. Est-ce que justement un jour ça t'intéresserait de faire un biopic justement basé sur des livres comme ça, profondeur de caractère? Bah ouais, si. Je pense que il y a peu de gens qui ont des vies intéressantes du premier jour au dernier jour, mais il y a des gens qui ont des vies intenses et fortes sur quelques années. Ouais. Donc si tu trouves un sujet là-dessus avec une thématique derrière, oui, ça vaut le coup, bien sûr. Ok, question productivité, parce que on reçoit des gens qui ont plein de projets souvent, qui travaillent sur plein de choses en même temps. Est-ce que toi, quand tu t'attaques un nouveau projet ou tu en gères plusieurs, est-ce que tu as une routine, une façon de t'organiser particulière, des applications, pourquoi pas, pour qui t'aident à t'organiser? Un scénario, moi j'écris sur Final Draft, qui est un logiciel d'écriture de scénario, un logiciel américain qui est très efficace. Voilà. Mais est-ce que tu as vraiment, quand t'écris, est-ce que tu as des heures pour écrire Moi j'ai besoin d'être devant. Alors à la fois j'écris avec des gens, donc il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Voilà. Et puis après j'ai des moments de solitude où j'écris seul. Moi j'ai besoin d'être au bureau, en fait. Ça, j'ai besoin de passer pas mes 8 heures, mais j'ai besoin de glander devant mon ordinateur, de regarder une demi-heure d'un film ou d'écouter de la musique, de surfer un peu sur le net pour trouver pour que ça vienne tout seul. Et je sais que mon meilleur bureau, en tout cas les meilleures idées que j'ai, et je sais que c'est dangereux, mais c'est en moto. En voiture? En moto. Ah, en moto. Ouais, quand je rentre chez moi en moto, souvent à la fin de ta journée de travail, je dois avoir un petit truc je dois être en mode automatique sur la moto, et les meilleures idées arrivent à ce moment-là. C'est fou, ça. Ouais. Et je vais me balader dans Paris en moto ou à pied. Parce que je sais qu'en me baladant, les choses vont venir. Et quand tu gères plusieurs projets, est-ce que tu gères, t'arrives à les gérer en parallèle, ou tu te dis aujourd'hui je bosse sur mon prochain métrage, là je fais sur le scénario? Écoute, pendant très longtemps, je bossais, j'avais qu'un seul projet. Là, c'est vrai que c'est la première fois de ma vie où j'en ai 4-5 en parallèle. Et en fait, je me suis débrouillé d'abord pour tous les coécrire, donc avoir un partenaire d'écriture différent sur chaque projet. Et j'ai essayé de faire ça par demi-journée, en fait. Ah ouais, ok. Voilà. Tous les matins sur un projet avec une personne, et l'après-midi je passais sur un autre projet avec une personne. Et à repasser sur autre chose. Ouais, tout à fait. Je change de bureau, je change de personne, donc c'est une nouvelle journée. Et c'est des petites séances de 3 heures, 4 heures. Et en fonction des gens, moi je m'adapte. En fait, il y a des gens qui ça va être très intense pendant 3 heures, et d'autres où en fait on a besoin de déconner pendant une demi-heure pour pouvoir être productif. Voilà, pour être productif. Ok. Avant-dernière question, est-ce que tu as un mentor ou une personnalité que tu admires, que t'inspires, que tu as rencontré ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y en a sûrement plein, des gens qui t'inspirent, mais est-ce que tu as un mentor, quelqu'un à qui tu parles régulièrement? Ah non, j'ai pas de mentor. J'en ai eu plusieurs inconscients dans ma vie. Il y a eu mon grand frère pendant longtemps. Ouais, ce que tu disais. Voilà. Rémi Belvaux, par exemple, ça a été quelqu'un qui m'a, sans le vouloir,
Bien sûr, non, moi je m'en suis rendu compte après, qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a aidé à me débloquer. Nicolas Duval, qui était le producteur qui m'a lancé, m'a quand même beaucoup apporté aussi. Et puis voilà, et puis j'ai ma femme qui m'accompagne depuis 20 ans et échanger avec elle, c'est une des rares personnes avec qui tu lâches tes stress, tes angoisses, mais tes profondes angoisses. Ouais. Tu t'essayes pas de lâcher à ton producteur pour pas lui faire peur. Par contre, tu les lâches à ta femme. Ouais. Et c'est vrai que ça t'aide, ça te sécurise, parfois ça te permet de voir aussi à côté et de rebondir. Et puis elle est un peu dans le métier, donc oui, elle a à la fois une fraîcheur et un regard, et ça m'aide énormément. Excellent. Dernière question pour les personnes qui vont écouter ce podcast et qui ont peut-être des projets de fiction, des projets de cinéma, des projets peut-être de monter juste une chaîne YouTube, j'en sais rien. Est-ce que tu as un conseil à donner d'y croire en fait. Voilà, faut juste croire à son truc et puis avancer avec en fait. Il faut vraiment. Mais de toute façon, le cinéma ou la fiction, c'est des choses au long cours. C'est comme l'écriture. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc si tu lâches avant d'arriver au bout, c'est qu'il faut garder la flamme. Voilà. Et si t'arrêtes avant, c'est que c'était pas soit le bon projet, soit t'avais pas l'envie, soit t'es pas fait pour ça. Mais il faut tenir, voilà. Y croire et tenir. Il faut y croire et tenir. Et puis moi, je crois plus aux artistes maudits. On n'est plus dans une époque où Van Gogh n'a pas vendu un tableau de son époque. Je pense qu'aujourd'hui, le business, il est là. Il y a trop de monde qui cherche en permanence à faire du flux, à faire du contenu, à faire des films, à faire des œuvres. Donc, tu dois y arriver à un moment donné. Ouais, et puis il y a un feedback immédiat aussi. Donc, exactement. Après, on a la chance ou la malchance. Parfois, ça arrive, c'est pas de bol. Quelqu'un a l'idée avant toi ou tu arrives un peu en avance avec ton idée et c'est plutôt 1 an plus tard que l'idée serait mieux passée. Voilà. Mais quand même, quand il y a une bonne idée, il y a toujours quand même quelqu'un maintenant pour l'avoir. D'ailleurs, c'est ça qui rend le métier de plus en plus dur. Et merci beaucoup, Alexandre. Je te souhaite beaucoup de réussite pour tes projets en cours. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.